Et ciao Juventini et benvenuti a casa tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir après un mois de pause. Nous espérons que vous êtes bien reposés pendant l'été pour pouvoir commencer cette année dans les meilleures dispositions. Sincèrement, vous nous avez manqué les amis du fond du cœur. Pour la reprise de la saison, on vous a préparé un live de folie avec des invités extraordinaires. Arrivé sur la pointe des pieds en décembre 2019 sur les réseaux sociaux, il comptabilise déjà presque 5000 follow sur Twitter et des exclusivités à l'appel. Cette équipe composée de passionnés travaille comme des acharnés pour nous sortir des infos mercato, avant même les médias traditionnels, imaginez-vous. Venu tout droit d'Italie, j'accueille ce soir Juve Insight. Ciao Diego, come stai? È un piacere di averti con noi comunque. Bonsoir a tu, giusto? Bello, bello, parli anche il francese, bellissimo. Bene, il mio francese finisce qui, finito. Però una bella introduzione comunque, diciamo. Sì. No, veramente Comunque, grazie dimmi. mille per l'invito, davvero, grazie Ma mille. ti prego, figurati, Grazie, casa tua è tutti Juve. Quando vuoi venire non è un problema, vedi? Figurati. grazie. Che noi è da tantissimo tempo che non facciamo live, siamo tornati adesso grazie a voi, quindi davvero grazie. Dai, speriamo di vederti presto sul live perché veramente fai un lavoro incredibile, veramente incredibile. Io sono un tifoso dei Juve Insight e vi seguo Va bene, live. grazie. Ti prego. Ils vont essayer d'en faire des lives assez rapidement, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils se sont un peu arrêtés, notamment avec l'été, c'est tout à fait normal. Ils vont essayer de relancer la machine rapidement. Après une année compliquée qui avait mis une fin d'année compliquée qui avait mis notre Héroltais adoré sous tension, il est parti se ressourcer en famille au pays de Mickey, où il a pu se reposer et fantasmer sur Minnie, la Reine des Neiges, la petite sirène, sans oublier Blanche Fesse, son héroïne préférée. En tout état de cause, il est avec nous, reboosté pour cette nouvelle saison. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Lionel Lippi. Salut mon Lionel, comment tu vas mon pote? Salut à tous, ça va super bien. Ben, comme tu l'as dit, j'ai passé deux jours à Disney avec la petite famille, tout le monde s'est régalé. On revient plus en forme que jamais, donc on est au top. Tu sais quoi, j'avais fait une introduction pour toi, Esa, et malheureusement, je l'ai perdue. Oui. Je sais pas si tu es contente ou pas, mais en tout cas, nous, moi, ça me fait plaisir de Je me t'accueillir sens ce bien. soir. Ouais, ça va mieux. J'avais préparé quelque chose d'hyper sympa, etc. Mais bon, Ouais, je me t'inquiète pas. désolidarise de l'introduction de Lionel. Voilà, je prends les précautions. Non, franchement, j'avais mis les pincettes avec toi, j'avais été super bien et Ouais. je l'ai laissé au boulot. J'ai oublié de la ramener. Putain, je suis dégoûté. Oh, Punaise, quel pardon. dommage. Ah, Et ah. non, mais t'inquiète pas. Franchement, ce soir, on va aussi avoir Elvin qui va être avec nous, qui va arriver un tout petit peu plus tard. Donc vous inquiétez pas, il sera là. Ça va être juste dingue. En tout cas, je tiens également, enfin, je voyais plein de connectés et ça commence à s'exciter un petit peu sur le chat. Salut Cheka, salut Forsaio, salut Marco Hera. E franchement, buonasera. Buonasera a tutti gli italiani che stanno con noi. Ne ratez rien de l'actualité juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. On reprend la machine. Alors excusez-moi si je suis un peu gauche ce soir. Ça fait un petit mois qu'on n'a pas Ouais, il est travaillé encore en dessus. vacances. Ouais, je suis encore en Il est vacances, je suis encore en encore sous. vacances, il parle à l'envers, vous inquiétez pas. Effectivement, salut Vito, salut Vince, salut l'Espolmat 74, ciao Vincenzo, buonasera Digao. Digao. The Gong. Digao. The Gong. Cos'è Digao? Digao è il soprannome che mi hanno dato perché io sono Diego e quindi Digao un po' simile, un po' Ah, così. ok. Ciao Sì. Digao, come stai? Sta a posto? Benissimo.
Un programme chargé nous attend, les copains. Nous commencerons directement par le mercato en posant quelques questions à notre invité Diego. Nous vous donnerons notre sentiment sur le départ soudain de CR7. Nous recueillerons et bien évidemment l'avis de nos invités sur le match de samedi face à l'Empoli. C'était une grosse défaite et franchement, ça nous a arraché le cœur. Nous ferons une petite pause fun avec Eza qui nous présentera les résultats du duel des maillots de la Serie A 2021. Un super duel. Bon, je crois qu'on a totalisé à pratiquement 1000 votes. C'est super. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre, les amis. Et enfin, nous essaierons de définir ensemble les objectifs de la Juve pour cette année 2021. Allez, c'est parti, accrochez-vous les amis. On va commencer par Diego. Iniziamo per Diego. Faccio la traduzione prima in francese, poi te la faccio in italiano, ti faccio la domanda in italiano e tu mi rispondi e faccio un po' la traduzione così per gli altri. Vedi che io ho preso le foglie e anche... Sì, Va io bene. ho tutto segnato sul telefono perché non mi ricordo tutto. Quindi. Non, perfetto, grazie Diego. Depuis mai, il y avait des voix sur des partances, en tout cas la première demande, il y avait des voix sur les partances de CR7. Et c'était pas prévisible en fait qu'il lâche la Juventus. Il y a un accord avec le United qui a été trouvé très rapidement. Est-ce que en fait il y avait déjà des tratatives, des contacts avec le Manchester United ou ça s'est fait dans les derniers moments? Ça, on voudrait savoir un petit peu les dessous de l'affaire. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comme ce départ est assez soudain, est-ce que finalement c'était une action ou quelque chose qui courait déjà derrière depuis quelques mois? Da maggio si vocifera di una partenza di CR7 e nel momento meno credibile lui lascia la Juventus. L'accordo con lo United è stato trovato molto rapidamente. C'erano già trattative con il Manchester United? Lo puoi dire un po'? Sì, allora praticamente con il Manchester United c'erano già delle trattative da questa primavera. Quindi da questa primavera c'erano delle trattative per il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United e diciamo che questa primavera Ronaldo tramite Jorge Mendes, il suo agente, ha cercato di una squadra per trasferirsi via dalla Juventus, quindi e le sue prime scelte appunto erano il Real Madrid e il Manchester United. Real Madrid, so che Florentino Perez ha sempre negato un trasferimento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid perché comunque il Real Madrid adesso è impegnato sulla trattativa per Kylian Mbappé dal PSG. Mhm. E quindi Real Madrid è stata scartata come ipotesi e è rimasta in piedi l'ipotesi Manchester United, che poi appunto è andata a concretizzare il trasferimento. Poi anche il Manchester City è messo in mezzo, ma il Manchester City voleva solamente un trasferimento a zero, mentre sappiamo che il Manchester United ha pagato la cifra residua a bilancio di Cristiano Ronaldo per non fare minusvalenza. E quindi diciamo che c'erano già dei discorsi già da questa primavera per il ritorno di Ronaldo al Manchester United. Ah, bella notizia comunque. Ma hanno lavorato CR7 e Jorge Mendes dopo la sconfitta contro il Porto, no? Sì, da lì in poi Ronaldo ha iniziato a guardarsi intorno, Mm. a cercare una nuova sistemazione per finire, diciamo, la sua carriera in Europa Mhm. e quindi dalla primavera, poi dalla sconfitta col Porto ha, diciamo, velocizzato la ricerca di nuove squadre, ecco. Alors, très intéressant. Merci beaucoup, Diego. Digao. Grazie, Digao. Des gars. Alors, avec le United, en fait, il y avait des contacts déjà depuis ce printemps qui coïncide plus ou moins avec ce qu'on savait déjà, hein, la défaite face au Porto. Et en fait, il y a CR7 et Jorge Mendes qui ont essayé de placer CR7 à deux endroits. Le premier choix, c'était le Real Madrid, mais Pérez tout de suite a refusé le
retour de CR7, tout simplement parce que il se concentrait sur Kylian Mbappé. Le United, en fait, le voulait à zéro, mais ils ont payé quand même le chiffre pour pas avoir de moins-value sur le bilan de la Juventus. La Juventus ne voulait pas le lâcher libre, donc c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt cohérent par rapport aux informations qu'on avait. Est-ce que t'as capté d'autres informations, Lionel? J'ai l'impression d'avoir tout dit. Non, t'as tout dit parce que moi je suis en Ouais, train de parler avec franchement, le chat. Franchement, t'as rien oublié. La défaite de t'as rien Porto, loupé. tout a commencé à se tourner vers un départ de CR7 et Mendes a essayé de lui trouver une porte Un point de sortie chute. Ma io ti volevo fare... rapidement. No, Et vai. voilà, la Juve voulait pas faire de moins-value, donc il fallait payer les 28-29 millions de valeur résiduelle qu'il fallait. Et United a été le seul club à le faire. Ti posso fare una piccola domanda? Perché abbiamo sentito all'inizio più Manchester City che il United? Allora, perché inizialmente il Manchester City appunto voleva molto Ronaldo, ma solamente a zero. Quindi non voleva spendere neanche un euro per Ronaldo. Ok. E successivamente, diciamo che i contatti col Manchester United sono andati avanti per la primavera, maggio, giugno, poi si Mm, sono un pochino spenti. mm, Perché poi il Manchester United è rimasto coinvolto anche con le trattative su Varane mm, e Jadon Sancho. Poi si è riaperta questa ipotesi di acquistare Ronaldo quando Ronaldo ha, diciamo, definitivamente deciso di lasciare la Juventus e quindi nel giro di un giorno, una notte, perché poi mm. sappiamo che la notte prima del trasferimento i vari Rio Ferdinand, Solskjaer hanno chiamato Ronaldo per fargli accettare Mm, l'offerta del Manchester United contrattuale mm. e quindi Ronaldo ha deciso di andare allo United piuttosto che al City per questo, ma lui la sua priorità era quella di tornare al Manchester United. Ok. Alors je lui ai demandé pourquoi en fait on avait entendu plus City pendant un moment donné que Manchester United et enfin Diego me répond que tout simplement en fait avec United ça avait commencé bien avant, ça avait commencé à partir du mois de mai et juin. Après les contacts se sont un peu ralentis et parce que United était vraiment concentré sur Varane etc. Sur leurs nouvelles arrivées. Puis en fait quand ça s'est commencé à se relancer là, eh ben, il y a quelques jours il y a Solskjaer qui a appelé Ronaldo pour lui demander si de baisser son engagement, donc son salaire, pour venir à United. Et United était disposé en fait à payer les 25 millions d'euros, 25. Quanto hanno pagato United? 25-28 milioni. 25 circa, Eh, circa 25-29 milioni, perché il residuo bilancio di Ronaldo era 29 milioni. Con i ok. bonus arriviamo a quella cifra lì, ecco. Ouais, alors à peu près 25 millions, avec les bonus à peu près 29 millions, ce qui correspondait à tout, plus ou moins en tout cas à l'amortissement de Ronaldo sur la Juventus. Et puis Ronaldo a décidé aussi d'y aller en baissant son salaire, puisqu'aujourd'hui il va gagner entre 17 et 18 millions d'euros par an, alors qu'à la Juventus il en gagnait 30. Merci beaucoup Diego, grazie Diego. Seconda domanda, te la fa Lionel ou Ok. Lionel tu veux que je la fasse, pardon, je la fais. Déjà, on dit bienvenue à Elvin, Ouais. Elvin qui vient è d'arriver. arrivato. Aspetta un momento, per favore. Digao. Ok. E va bene, fai la domanda, Lionel, io metto Elvin. Il ritorno di Kane dovrebbe essere ufficializzato a breve. Sarebbe arrivato senza l'aggiunta di CR7? Allora, per quanto riguarda Ken, devo andare a riprendere quando mi avevano mandato la notizia. Allora, per Ken, diciamo che l'interesse per Ken la Juve lo ha sempre avuto in generale, perché Mhm, comunque è un giocatore che non occupa liste per quanto riguarda la lista UEFA e la lista Serie A, essendo un giocatore cresciuto nel vivaio della Juve. Quindi c'è sempre stato interesse per questo giocatore che si è un pochino, diciamo, affievolito, quindi si è un pochino rallentato questo interesse,
quando è arrivato Caio Jorge, un altro profilo giovane, diciamo. E anche perché comunque a un certo momento si pensava che il PSG fosse vicino a chiudere per il trasferimento a titolo definitivo di Ken al Paris Saint-Germain, solo che poi il PSG non ha più preso Ken e quindi la Juve ha deciso di riacquistare Moise. E diciamo che anche con Ronaldo in squadra, secondo noi, sarebbe arrivato lo stesso, visto che eravamo gli unici rimasti per Moise e Ken. Quindi la Juve ha deciso di riprenderlo dopo l'addio di Ronaldo, però anche senza l'addio di Ronaldo, quindi con Ronaldo comunque in squadra, secondo noi sarebbe arrivato lo stesso. Infatti è arrivato a una cifra molto bassa, perché si parla di un riscatto tra 2 anni di circa 20 milioni, quindi molto poco per un giocatore che 2 anni fa noi abbiamo ceduto a 30. Okay. Alors juste, je fais la traduction en français, en tout cas de la demande. Après, Lionel, soit tu fais la traduction de ce que vient de dire Diego. Ouais, je peux faire la traduction. Et ok, donc en fait, le retour de Keane devrait être officialisé rapidement. Est-ce que il serait quand même arrivé sans le départ de CR7? À ça, Diego nous répond. Lionel. Alors, Diego a répondu que la Juve était très intéressée par Moise Kean pendant un long moment, parce que c'est un joueur qui a été formé à la Juventus, donc qui n'occupait pas de place pour la Ligue des Champions. Au contraire, ça facilite l'accès à notre joueur. Et cet intérêt a été ralenti quand Caio Jorge a été recruté, parce que c'est un autre profil, un autre attaquant jeune, et parce qu'aussi le PSG devait recruter à titre définitif Ken. Et quand le PSG n'a pas lancé l'offensive pour recruter Ken, la Juve s'est remis dessus et a réussi à faire ce recrutement à un prêt de 2 ans gratuit avec une option d'achat à 20 millions d'euros, qui est peu pour un joueur d'un tel niveau. Mais Ken serait arrivé quand même si Ronaldo était resté à la Juventus. Tout s'est accéléré parce que Ronaldo est parti d'un coup, mais d'après les informations qu'a Diego et Juventus, Ken serait arrivé quand même si Ronaldo était resté à la Juventus. Ouais, c'est exactement ça. Mais en plus, on parle d'un chiffre de 20 millions d'euros à racheter dans 2 ans. 20 millions dans 2 ans. C'est peu, c'est très très peu. Il y a Nauma. Dans 2 ans, tu as 25 pour Locatelli et 20 pour Ken. 45 millions, tu as 2 joueurs énormes. C'est ça, franchement, c'est donné quasiment. Juste, il faut juste que je salue mon petit Elvin. Elvin, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Elvin? Je vous entends, je vous entends. Ah, ça me fait plaisir. Moustachu, mais muni désormais d'une petite barbichette presque invisible à l'œil nu, ce surdoué du journalisme se démène comme un fou pour nous fournir l'information juventina en continu, mais pas que. À ses heures perdues, il aime commenter les courses des petites balles de challenger hongrois polonais chez Amine, qui voit en lui un futur commentateur sur la chaîne Equidia. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler d'Elvin. Salut Elvin, comment tu nous as manqué. Salut Elvin. Salut à tous, mais moi je te définis comme un Cristiano Ronaldo. Tu sais pourquoi? Parce que chaque prestation, elle est toujours un peu plus... En tout cas, sache que je le fais avec mon cœur et c'est parce que franchement, je t'apprécie énormément, Elvin. Merci beaucoup en tout cas d'être encore là ce soir avec nous. C'est un grand plaisir. Avec nous autour de la table, je ne sais pas si tu as pu voir, mais il y a Diego de Juve Inside qui nous sort beaucoup d'informations sur la toile, comme toi d'ailleurs. Et vous faites un travail vraiment formidable. On a fait la première et la deuxième question. La première question, c'était pour te donner un petit peu de vision, c'était qu'il y avait des voix sur CR7 depuis mai. Est-ce que en fait, et c'est arrivé un peu rapidement le départ de CR7, et il nous a expliqué, Diego, qu'il y avait il y avait déjà eu des tractatives déjà au mois de mai et au mois de juin. Ça s'était un peu calmé avec l'arrivée de
Varane, etc., notamment à United parce qu'ils étaient concentrés sur lui, mais que ça s'est réaccéléré. Surtout, ils ont payé l'amortissement pour pas avoir de moins-value sur le bilan, chose que City ne voulait pas, puisque City, eux, désiraient l'avoir de manière un peu gratuite. Sur la deuxième question qu'on vient de faire, c'était Lionel qui l'a fait. Il lui a demandé si il serait quand même arrivé, comment il s'appelle, CR7, si Keane, si Keane CR7 n'était pas parti. Keane était... n'est pas parti. Et en fait, oui, parce que de toute façon, ils étaient en train de le sonder, mais le PSG n'a pas fait une offre concrète pour Keane. Et nous, du coup, on a sauté sur l'occasion et on va le payer dans 2 ans à peu près à 20 millions d'euros. Donc, c'est plutôt positif. La troisième question, c'est, je vais te Bah, la faire. vas-y. Donc, on a vu. Tu veux la faire, Charua? Ouais, je la fais, vas-y, y a pas de souci. Vas-y, ah non, vas-y, Bah, complètement. donne la Ouais, traduction on avant, a puis après je la on pose. a vu le même jour à Turin Mendes et Raiola. Faccio la traduzione, la domanda in francese. C'était seulement pour Ronaldo et Keane ou il y a d'autres pistes sur le mercato? Voilà, Diego, abbiamo visto Mendes e Raiola lo stesso giorno a Torino. Era solo per Ronaldo e Keane oppure ci sono altre piste di mercato? Allora, riguardo questa domanda, io posso dire che da quello che abbiamo visto non era solo per questo, perché la Juve oggi ci ha ufficializzato, è uscita la voce, poi confermata da tutti i principali media italiani, che la Juve ha praticamente acquistato Mohamed Yattaren dal PSV Eindhoven, che è un assistito di Mino Raiola, quindi è un giocatore che Mino Raiola ne cura la procura, quindi un procuratore. Quindi questo è un giocatore che ha acquistato la Juve e che andrà in prestito alla Sampdoria. E poi un altro giocatore che Mino Raiola ha spostato dalla Juventus è Wesley, il terzino destro che l'anno scorso ha anche giocato in Coppa Italia. E la Juventus, grazie all'aiuto di Mino Raiola, l'ha mandato in prestito in Svizzera, al Sion. E quindi, esatto, quindi principalmente questo. E poi per trattative più grandi, Leo, l'altro ragazzo che è venuto l'altra volta, mi ha detto la prossima volta che vado in live io con i ragazzi francesi parlo io di queste trattative che sono importanti, perché mi ha detto che ci sono trattative importanti da questo punto di vista, e quindi presumo Haaland per l'anno prossimo e vedremo Leo quando deciderà di dirmi quello che è successo. Voi sarete i primi a scoprirlo qui in live, ecco. Une bonne esclusivité, una bella C'est esclusività. ça. Comunque, Esatto. C'est ce dai, que j'allais dire. speriamo. Alors, en fait, du coup, ce qu'il a dit, Diego, là, c'est que il n'y avait pas uniquement pour le cas de CR7 et de Keane que notamment Raiola était à Turin. Il y a eu déjà le prêt de Wesley à Sion en Suisse, donc par l'intermédiaire de Raiola, et puis surtout la venue d'Iataren depuis le PSV directement en prêt à Sampdoria, et Iataren est un joueur qui a pour agent Raiola. Donc il y a ces deux choses-là. Et donc une exclusivité exprès pour nous de la part de Juve Insight, si j'ai bien compris. Donc il y a des tractations, il y a des échanges par rapport à une venue l'été prochain de Hollande depuis le Borussia. Ça serait bien si on arrive à battre la concurrence. En tout Ce sera cas, incroyable. ce serait juste incroyable. Elvin, si tu as envie de faire une demande, il n'y a pas de problème. Hein. Si jamais tu en as une dans les bacs, il n'y a pas de problème. Sinon, la quatrième demande, la quarta domanda, la faccio io in Celle-là, on ne la francese. fait pas. Non, però, On sì, la ho fait pas la capito. quatrième. Oui, on la fait pas, mais c'est la quarta quand même. Ah, d'accord. Oui, oui, oui.
Je la fais en français et puis après je vous la fais en italien, les amis. Le centre, le milieu de terrain de la Juventus est le point faible de la Juventus. Quels sont les, euh, les possibles arrivées pour renforcer ce secteur? On a parlé de Pjanic, on a entendu Witsel, on a aussi parlé de Tchouaméni, on a parlé de Saúl Ñíguez. Il centrocampo, enfin la faccio in italiano, il centrocampo è il punto debole della Juventus. Quali sono le strade più probabili per rafforzare questo settore? C'è Pjanic, abbiamo sentito Witsel, Tchouaméni e anche Saúl Ñíguez. Ok, allora per quanto riguarda il centrocampo, dobbiamo vedere cosa succede nelle ultime ore, perché noi abbiamo sempre detto e lo ribadiamo che la Juve ha bloccato Pjanic, però nelle ultime ore è uscita la notizia, diciamo, confermata sia da Romeo Agresti sia da Gianluca Di Marzio che la Juve non è orientata all'acquisto di Pjanic, quindi sembrerebbe che Pjanic non arriva alla Juve, non ci sarà il Pjanic 2 alla Juve. E noi appunto abbiamo sempre detto che Pjanic è un giocatore bloccato, ma appunto la Juve doveva decidere se riprenderlo in prestito o se andare su altri obiettivi. Ha preso appunto Ihattaren dal PSV Eindhoven, ma lo manderà in prestito alla Sampdoria, quindi è un giocatore che non sarà in rosa con la Juve l'anno prossimo. Abbiamo anche detto che la Juve manderà in prestito sia Nicolò Fagioli sia Filippo Ranocchia. E per quanto riguarda gli altri profili, bisogna vedere perché nelle ultime ore è uscita la notizia appunto che la Juve vorrebbe provare un tentativo last minute per Paredes del PSG, che è un giocatore sempre che alla Juve è sempre piaciuto, soprattutto a Max Allegri, un giocatore che è sempre piaciuto. E per quanto riguarda gli altri giocatori, alla fine Weston McKennie dovrebbe restare nonostante le voci di cessione, anche perché è difficile imbastire una trattativa di cessione nelle ultime ore per quanto riguarda McKennie. E basta, quindi principalmente il mercato della Juve sul centrocampo è questo. Poi a noi è arrivata la voce di un interessamento, ma nulla più riguardo il francese, il giocatore del Monaco. E per quanto riguarda Saúl Ñíguez, noi lo diamo molto più verso la Premier League, che sia Manchester United o Chelsea, lo diamo più verso quelle destinazioni lì, ecco, non alla Juve. Ok. D'accord. Donc, principalement, il m'a parlé un peu de tout le milieu de terrain et principalement, en fait, sur ces dernières heures, il va y avoir potentiellement des contacts avec différents milieux de terrain. En tout cas, la Juve avait bien bloqué Pjanic, mais dernièrement, on a su, hein, comme vous, sur la toile que Pjanic ne viendra pas en prêt à la Juventus. Et que ce contact, en tout cas, s'est arrêté rapidement là. On sait que la Juventus, potentiellement, elle serait aussi intéressée par Ranocchia. Attention, il nous dit que à Allegri, lui plaît beaucoup Paredes et peut-être qu'à la dernière minute, en fait, on pourrait essayer de faire une offre pour Paredes qui plaît beaucoup, en tout cas, à notre entraîneur. Concernant McKennie, ce serait difficile de le vendre dans ces dernières heures, même s'il a été mis sur le marché. Pour Tchouaméni, il n'y a plus de contact. Il y a eu des contacts, en tout cas, il y a eu des rumeurs sur lui, mais actuellement, les contacts se sont arrêtés. Et pour eux, pour Juve Insight, Saúl Ñíguez, même si on a entendu à la Juventus, il le voit plus aller vers Chelsea ou alors le United. Mais en tout cas, ça sera plus une destination anglaise pour Saúl Ñíguez, mais moins pour la Juventus. Grazie, Digao. Sempre top. Hai visto? Con l'accento brasiliano. Digao. Bellissimo, Digao. Qui fait la prochaine demande, les amis? Je peux le faire? Ouais. Vas-y. On va sauter 2-3 parce qu'il a répondu. À McKennie déjà à la 6e. Hein. Ouais. C'est ça, et même Ranocchia et Fagioli. Alors je le fais en français et après en italien. Il y a quelques jours,
Juventus a parlé d'un intérêt de la Juventus pour Damsgaard. Alors, est-ce que c'est juste une rumeur ou est-ce que c'est un intérêt réel? Qualche giorno fa hai annunciato che la Juve era interessata a Damsgaard. Realtà o solo sondaggio della Juve? Diciamo che è stato un sondaggio. La Juve segue Damsgaard da quest'inverno assieme all'Inter. Juve e Inter sono le due società che più di tutte stanno seguendo il giocatore e abbiamo anche parlato dell'interessamento molto forte del Leeds di Marcelo Bielsa sul giocatore, sull'esterno della Danimarca e appunto la Juve ha fatto un sondaggio Damsgaard, ma si è fermato lì. È stato un sondaggio esplorativo, diciamo. La Sampdoria alla fine diciamo che terrà il giocatore, sempre per il fatto che comunque è difficile spostarlo in un giorno, dato che il mercato finisce domani. E è un nome da monitorare per il futuro. La Juve quest'anno vuole monitorarlo bene e se Damsgaard continuerà a fare bene come ha fatto l'ultima stagione, la Juve potrebbe tentare l'affondo per l'estate prossima. Alors, la réponse a été que Damsgaard, ça a été juste un sondage de la Juve parce qu'ils sont intéressés depuis l'hiver dernier avec l'Inter de Milan. Mais sur lui, il n'y a pas que la Juve, il y a Leeds aussi qui s'est montré très intéressé parce que j'ai perdu le nom, l'entraîneur de Leeds. C'est ça l'intérêt, c'est un profil qui plaisait à Bielsa. Donc voilà, c'est juste un sondage. La Juve continue de regarder activement le niveau du joueur et son évolution. Parce que cette année, il a fait une très bonne saison. Donc si l'année prochaine, il continue sur ce niveau-là, la Juve pourrait sérieusement y penser pour le recruter à l'été prochain. J'entends plus rien. Je pense que tu as ton micro coupé, Titou. Excuse-moi, je voulais te dire si tu voulais faire la prochaine demande. Ouais, je vais faire la prochaine. Bah, dis-la en français, moi je récupère le texte parce que je suis sur mon téléphone. D'accord. Il y a des contacts avec le PSG pour Icardi, mais ça semble difficile. Est-ce qu'une permanence de Mbappé faciliterait l'adieu de l'Argentin au PSG et pour une arrivée à la Juventus? Et sous quelle formule? Ça, ce serait hyper important. Diego, la trattativa con il PSG per Icardi è difficile. Una permanenza di Mbappé faciliterebbe l'addio dell'Argentino alla Juve. E sotto quale formula? Allora, per quanto riguarda Icardi, diciamo che c'è da fare un discorso molto semplice. La Juve lo vorrebbe solamente in prestito con diritto di riscatto, quindi prendendo il giocatore in prestito senza acquistarlo in maniera definitiva e solamente prestito con diritto di riscatto, quindi anche l'obbligo per la Juve sarebbe troppo perché vuol dire che ti impegni a acquistare un giocatore. Mentre appunto il PSG vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto, anche diciamo prestito con diritto di riscatto che però diventa obbligo, mentre la Juve l'obbligo di riscatto non lo vuole in nessuna maniera. E questa diciamo la differenza principale tra l'offerta della Juve e la domanda dei francesi, del Paris Saint-Germain. E per quanto riguarda appunto la formula, diciamo è questa qui, la formula per il trasferimento di Icardi alla Juve ed è difficile perché manca un giorno alla fine del mercato e la Juve sta provando in tutti i modi a far cambiare idea al PSG per il prestito. E poi che altro c'è da dire sui Icardi? Diciamo che il giocatore, da quello che risulta a noi, sta spingendo per il trasferimento, per tornare in Italia alla Juve. E per quanto riguarda la permanenza di Mbappé, noi abbiamo detto che il Real Madrid fino a domani ci proverà, cioè sono uscite anche le voci sul fatto che il Real Madrid si è ritirato dalla trattativa. Secondo noi, secondo la nostra opinione, il Real Madrid anche domani, nella giornata di domani, proverà a prendere Mbappé.
se Mbappé dovesse restare al PSG, Icardi sarebbe comunque un uomo in più. Però ovviamente se Mbappé dovesse restare potrebbero esserci più probabilità di prendere Icardi, però ormai davvero manca un giorno, quindi è difficile, è difficile. Se Mbappé andrà via dal PSG, Icardi resterà sicuramente in Francia, perché comunque il vuoto che hanno con Mbappé lo devono riempire con Icardi. Donc, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, déjà de base, entre le PSG et la Juve, il y a un gros problème sur le. Enfin, il y a une différence sur les demandes et ce que veut la Juve. La Juve voudrait une option de rachat, une option d'achat après le prêt, et le PSG veut une obligation d'achat pour la Juve. Donc, ça coince là-dessus. Par contre, là où c'est encourageant, c'est que Icardi veut revenir en Italie, et plus précisément à la Juventus. Et par contre, voilà, il disait qu'il manquait un peu de temps au niveau mercato parce que pour le moment, Mbappé, c'est pas encore fait, même si demain, possiblement, le Real peut finaliser le transfert de Mbappé. Et auquel cas, effectivement, Icardi resterait sûrement au PSG parce qu'il leur manquerait trop de monde devant sinon. Mais que si demain, c'est pas. Enfin, il y a un arrêt entre le Real et le PSG pour le transfert de Mbappé, effectivement, il y aurait une possibilité qu'Icardi vienne et ne reste pas à tirer le bon au PSG. Ce problème, c'est que en termes de temps, voilà, c'est un peu tendu. Sauf si j'ai oublié un truc. En fait, je voulais juste rajouter que il voulait pas. La Juventus ne veut pas un prêt avec obligation d'achat parce que ça les embarrasserait d'un point de vue économique si jamais il y a des difficultés. Et justement, ça va un peu rejoindre la question d'après, parce que ma question d'après, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui annoncent un investissement important pour le milieu de terrain et l'attaque lors du mercato estival 2022. Est-ce qu'il y a déjà des anticipations qui sont en train d'être faites? Molti giornalisti annunciano un investimento importante per il centrocampo e l'attacco nel mercato estivo 2022. Ci sono già delle anticipazioni? Allora, diciamo che per il prossimo mercato tutti noi diciamo che bisogna stare attenti perché per il prossimo mercato estivo, quindi mercato dell'estate 2022, potrebbero esserci dei colpi molto importanti. Anche qui Leonardo mi ha detto prossima volta che vado in live con i ragazzi di tutti Juve parlo io perché ci sono tantissime cose da dire su questa cosa. Diciamo che in generale si può ricordare che l'anno prossimo si attivano due clausole importanti, che sono la clausola di Erling Braut Haaland con il Borussia Dortmund e la clausola anche di Matthijs de Ligt della Juve. Quindi bisogna ricordarsi che si attivano queste due clausole. E in più, come ben sappiamo, un altro giocatore molto importante che si libera a parametro zero è Paul Pogba. Quindi bisogna tenere d'occhio questi nomi. Et principalement questo. Ok. Alors, il nous dit oui, effectivement, il y aura sûrement une offensive de la Juve en tout cas et quelque chose d'important pour l'année prochaine. Et le directeur de Juve Insight qui s'appelle Léo, qui était déjà venu nous en parler un petit peu sur un autre canal, en notre compagnie de Lionel, moi et Charua, nous dira, en fait, viendra pour nous en parler. Mais plus particulièrement, en fait, effectivement, il sera question de 3 joueurs, il sera question de la clause de Haaland, de De Ligt aussi. Ça, c'est important. J'aimerais bien savoir ce qui se passe au niveau de Ligt. Mais également, il faudrait faire attention à Paul Pogba, qui sera libre de tout contrat l'année prochaine en sortie de United. L'ultima domanda, Diego, e grazie di cuore, veramente. Sì. Poi dopo un'esclusiva ve la posso dare. Dopo ve la do un'esclusiva. Okay, Fine di questa domanda ve la do. Ok, après cette dernière demande, il va nous donner une exclusivité, les amis. Restez bien avec nous, ça va être hyper intéressant. Donc, Lionel, c'est Lionel qui fera la demande, mais je la traduis d'abord en français. Alexandro continue à ne pas donner la satisfaction. Est-ce que Pellegrini, qui est donné partant pour le West Ham ou la Sampdoria, est-ce qu'il y a il y aura peut-être un renforcement sur ce secteur?
Alexandro continua a non dare soddisfazioni. Pellegrini è in partenza, ma oggi si sente che Pellegrini non vuole andare via. Ci sono modi di rafforzare questo settore? Allora, per quanto riguarda il reparto terzini, secondo noi la Juve resterà così, non adotterà cambiamenti, perché comunque ci sono stati vari sondaggi per alcuni giocatori, però alla fine Mhm. la Juve ha 5 terzini per 2 posti, perché ha Danilo e Quadrado per la fascia destra e Alexandro e Luca Pellegrini per la fascia sinistra e Mattia Di Sciglio che può giocare sia a destra che a sinistra, quindi ha tanti giocatori per 2 ruoli. Non è riuscita a mandare via né Pellegrini né De Sciglio, che erano i 2 giocatori che potevano andare via. Se fossero andati via questi 2 giocatori, magari un colpo in entrata sulla fascia sinistra ci poteva stare, però sono rimasti tutti quanti, quindi penso che la Juve resterà così e userà questi terzini ancora quest'anno. Poi l'anno prossimo si vedrà, perché anche sulla fascia ci sono dei nomi interessanti che quest'anno possono fare molto bene. Bisogna stare attenti ad alcuni giocatori che in generale sono molto forti, molto promettenti, come Nuno Mendes dello Sporting Lisbona oppure Dodò dello Shakhtar Donetsk. Sono tutti giocatori interessanti che hanno gli occhi di tutte le big d'Europa addosso. Vas-y, Lionel, ou tu veux que je le fasse? Alors, je vais commencer après si j'oublie quelque chose complète. Alors, pour Diego, pour le moment, la Juve ne va pas faire d'achat sur les côtés, puisqu'il y a 5 défenseurs sur les 2 postes. Donc, il y a Quadrado et Danilo à droite, et Alexandro et Pellegrini à gauche, et De Sciglio qui peut jouer soit à droite, soit à gauche. Donc, il n'y a pas eu de départ comme la Juve l'aurait voulu, donc s'il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'arrivée. Mais la Juve tient une observation spéciale sur 2 joueurs. C'est Nuno Mendes. Nuno Mendes de Benfica et Dodo du Shakhtar Donetsk, qui sont suivis et courtisés par tous les grands clubs européens. Donc il faudra être attentif sur ces 2 noms sur la prochaine saison. Ouais. Dodo, c'est fort. Ouais, Dodo, c'est très très fort. Et il y a tous les gros clubs d'ailleurs qui le suivent un petit peu. Allora, dimmi questa esclusività. Allora, l'esclusiva l'ho inviata anche a Lionel su WhatsApp, gli ho inviato l'immagine di un nostro collaboratore che praticamente taggato Miralem Pjanic in una storia su Instagram. E nella storia c'è scritto Mire torni, quindi se Pjanic torna alla Juve, e Pjanic gli ha risposto in chat su Instagram, in direct, gli ha risposto vorrei tanto, ma non so se si fa. Quindi diciamo che la volontà di Pjanic è questa, quella di tornare alla Juve, però anche lui non sa se alla fine la Juve lo riacquisterà, lo riprenderà in prestito oppure no. Era questa qui la piccola esclusiva, diciamo. È una bella J'ai la photo, j'ai vu la photo. Ah, super, écoute, envoie-la moi si tu veux, je la mettrai. Donc en fait, sur Pjanic sur Instagram, il a fait une petite vidéo et une personne de Juve Insight lui a demandé mais est-ce que tu retournes, est-ce que tu reviens justement à la Juve? Et lui lui a répondu tout simplement en message qu'il sait pas si ça va être fait. Donc ça traduit 2 choses. Ça traduit que il y a une volonté du joueur en tout cas de revenir, mais on ne sait pas si la Juve en fait va vouloir le reprendre. Donc je pense qu'il y a quand même un discours en cours et des tractations qui sont en cours, mais la Juventus visiblement est un peu frileuse, elle s'est un peu retirée, même si elle avait bloqué le joueur. Mais la volonté du joueur en tout cas est de revenir. J'espère qu'il pleurera quand il reviendra, parce que j'ai pas trop aimé moi personnellement quand il est parti.
parti. Dicevo che spero che piangerà quando tornerà a Pjanic, perché da un punto di vista personale non mi è piaciuto quando se n'è andato, quando è partito e si è messo a piangere perché andava al Barcellona. È una brutta storia. Comunque grazie mille per l'esclusività e grazie mille di essere con noi stasera. Sì, grazie a voi, vi ringrazio ancora perché appunto era da tanto che noi di Juvensight non facevamo una diretta e abbiamo colto l'opportunità. Scusate se a Lionel ho risposto tardi perché ho risposto oggi pomeriggio. No, non è un problema. Non è un problema, dai, facciamo lo stesso. Sì. Alla fine ce l'abbiamo fatta ad organizzarla, dai. L'importante era questo. Sai che tutti Juve casa tua e quando vuoi venire, tornare, Sì. è sempre un piacere di Gao. Prossima, esatto. Prossima volta promettiamo noi di Juvensight di portare Leo, il nostro direttore, che è quello che sa tutto di tutti e quindi potete chiedergli qualsiasi cosa che lui vi risponde. Quindi... Ma anche vieni con lui, è un piacere, veramente. Io ho sì, parlato un po' con lui possiamo anche andare assieme, pomeriggio. sì. Grazie di cuore, veramente. Grazie Diego. Se vuoi stare Grazie con di noi, Gao. se vuoi stare con noi non è un problema, però sarai in francese. Ah, sì, no, adesso vado perché devo farmi la doccia, che sono tornato oggi, te l'ho detto, prima sono tornato dalla montagna e devo farmi la doccia, che è casino. Va bene, grazie veramente. Grazie a Grazie, voi, buona serata, buonanotte. Ciao Diego, grazie. Merci beaucoup. Buonasera. C'était super de les avoir avec nous, en tout cas. Allez les gars, je vous propose de passer directement un petit peu sur le deuxième point. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, toutes les questions et les petites exclusivités qu'on a pu avoir, en tout cas de la part de Juvinsight, c'était hyper sympa de les avoir avec nous. Ils vont revenir. Il y a leur directeur qui s'appelle Léo, qui avait déjà fait un live avec nous, qui va revenir pour nous donner d'autres exclusivités. Bien évidemment, Elvin, tu seras invité. Quand tu as envie de venir, tu viens. Tu sais très bien qu'ici, c'est chez toi. Il n'y a pas de problème. On va vous donner maintenant notre sentiment sur le départ soudain de CR7. J'ai vu, Elvin, que toi, tu avais fait une super, comme d'habitude, une super petite vidéo sur CR7. Est-ce que tu peux donner un peu ton avis personnel sur le départ de CR7? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le départ de CR7, il faut le conditionner par rapport à... On t'entend pas, à... Elvin. Pardon, vous m'entendez pas? Si, moi je l'entends. Je l'entends super. Si, moi j'entends. Attends, je quitte et je reviens. Ok, pas de problème. Je pense que le départ de Cristiano, il faut le conditionner d'abord à ce qui s'est passé le lendemain de Youth Porto, c'est-à-dire directement, je pense que l'entourage de Ronaldo a commencé à sonder le terrain, etc. Et c'est pas une sensation, c'est que ça a vraiment eu lieu. Je veux dire, Mendes a commencé à voir si la possibilité PSG, la possibilité Manchester United, bref, s'il y avait des possibilités qui quittent Turin. Peu à peu, dans l'air, il y avait la sensation que Cristiano pouvait aussi rester à la Juve, puisque pour moi, un joueur comme Ronaldo, quand il revient à l'entraînement le 25, sauf surprise, c'est pour rester à la Juve. Après, plus le temps passait, plus cette sensation devenait réelle. Je veux dire, on arrive au match de préparation, on arrive face à l'Udinese, même s'il n'est pas titulaire, Ronaldo est encore là. Et puis, comme je le pensais, il y a eu l'entourage de Ronaldo a sondé jusqu'à la dernière minute la possibilité de partir. Et il y a eu la possibilité Manchester City. Alors, il faut savoir que la vraie seule possibilité qu'il y avait à l'époque, juste avant ça, c'était le PSG. Il y a eu des sondages qui ont été effectués, il y a eu des contacts entre Mendes et le PSG. Mais le PSG avait l'objectif d'acheter Messi et pour le moment, Ronaldo n'en était pas un. Et donc, Manchester City était réellement intéressé par Cristiano. Et comme l'a dit le collègue de Juvinside, Diego. Manchester City voulait Ronaldo, mais seulement à 0. Donc, il ne voulait rien dépenser pour Cristiano Ronaldo. Et donc, après, il y a eu la porte Manchester qui s'est ouverte. Et selon moi, ça a été la meilleure solution possible. Après, encore une fois, si vous me demandez est-ce que, selon vous, Ronaldo a bien fait de partir, je pense que si un joueur n'a pas envie de rester, le mieux, c'est qu'il parte. Voilà. Ronaldo
a priori, n'a pas communiqué à la Juve son envie de partir le samedi lors du match face à l'Udinese, puisqu'Allegri dit en conférence de presse, Ronaldo m'a dit de rester. Et ce qui n'a pas plu à la Juve, et confirmation sur ce Juve, ce qui n'a pas plu à la Juve, c'est que ça s'est fait à 4 jours de la fin du mercato. Ronaldo et l'entourage de Ronaldo ont dit, voilà, maintenant, trouvez-moi une solution. Je veux que Ronaldo quitte la Juve. Et la Juve n'a pas été attentive dans l'opération, puisqu'elle a elle-même convoqué Mendes. D'ailleurs, s'il est arrivé à Turin, c'est la Juve qui a convoqué Mendes, non pas la Cantinas, dans un lieu secret. Elle leur a dit, très bien, nous, on est pour libérer Cristiano, il n'y a pas de souci. Mais vous nous posez les 28 millions d'euros sur la table, c'est-à-dire la valeur résiduelle sur le bilan de Cristiano. Parce que nous, on veut bien se séparer du joueur, mais ça ne sera pas gratuitement. Parce qu'on ne fera jamais une moins-value sur Cristiano. Après, la possibilité s'est faite avec Manchester United. Maintenant, encore une fois, j'ai pas été surpris non plus par le départ de Cristiano, même si, comme j'ai dit dans ma vidéo YouTube, honnêtement, quand Ronaldo est revenu à l'entraînement, je dis pas qu'il y avait 100% de chances qu'il restait à la Juve, mais si je dois dire que j'ai placé un pourcentage de chance sur une permanence de Cristiano, c'était bien 80%. Parce que plus la saison passe, plus la pré-saison passe, et plus je me dis que Cristiano sera un joueur de la Juve. Donc, je pense que l'arrêt s'est fait au bon moment. Il aurait pu se faire plus tôt d'un point de vue mercato pour la Juve, puisque évidemment, qu'on le veuille ou non, ça change si Cristiano part le 10 juillet ou il part le 26 juillet, ça change totalement. Qu'après, il y a un temps totalement lunaire et totalement différent pour opérer sur le mercato. Maintenant, pour moi, Cristiano avait des objectifs clairs depuis Juve Porto, depuis l'après Juve Porto. Après, entre vouloir et pouvoir, il y avait une différence. Il a eu l'opportunité de le faire. Il a saisi l'opportunité. La Juve l'a accepté. Et je pense que maintenant, la solution est de repartir de l'avant. Et l'après Ronaldo a débuté samedi soir à l'Allianz Stadium. Ouais. Et petite question personnelle pour toi, Elvin. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, personnellement, sans langue de bois? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de son départ? Est-ce que tu penses qu'il était temps pour lui qu'il parte, comme si une branche des tifosi pense, ou est-ce que tu penses que pour toi c'est une perte de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque on a vu que sans lui, on a du mal à marquer finalement? Qu'est-ce que tu en penses? Après, comme j'ai dit sur YouTube, mais depuis 3 mois, je le dis. Je veux dire, pour moi, dans la tête de Ronaldo, c'est clair. Je veux dire, Ronaldo veut partir. Et comme j'ai dit, entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Maintenant, pour moi, Ronaldo, directement, a eu l'envie de quitter la Juve. Non, mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'était la bonne chose, la séparation, parce qu'encore une fois, on fait quoi? Garder un joueur qui n'a plus envie de jouer, même si c'est Cristiano? Non. Lui avait envie de partir, donc pour moi c'était clair. Selon moi, ce qui m'a forcément un petit peu déçu, c'est qu'il parte à 4 jours du mercato, parce que comme je t'ai dit, j'avais la sensation qu'il partait, mais plus quand même la pré-saison arrivait, plus même la saison officielle arrivait, puis j'avais quand même cette sensation de se dire Cristiano à contre-cœur sera présent dans la Juve 2021-2022. Même le but qu'il marque à l'Udinese qui est refusé à la 92-93e, ça te fait. Il montre pas un joueur qui a envie de partir vu comme il le célèbre. Ouais, la célébration est là. Mais c'est l'histoire du grand professionnel, ça. Il célèbre genre, mais. Après, je parlerai de CR7 après. Après, j'ai vu de tout en Italie, à la télé, sur Twitter. Qu'on le veuille ou non, le départ de Cristiano, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire passer le départ de Cristiano comme quelque chose de rien. On parle d'un joueur qui met minimum 30 buts par saison. On parle d'un joueur qui, sportivement parlant, n'a jamais été un problème. Parce qu'après, j'ai entendu de tout. Cristiano a été un problème. Sportivement parlant, Ronaldo n'a jamais été un problème. Tactiquement, si vous voulez. Économiquement, si vous voulez. Ouais, mais c'est sportivement. Ouais, mais c'est sportivement. La tactique, c'est aussi. Non, mais quand je dis sportivement, c'est d'un point de vue numérique, d'un point de vue des stats. D'un point de vue purement sportif, on ne pourra jamais faire passer Cristiano parce que il peut faire le match le plus dégueulasse de sa saison, va toujours vous sauver d'un but. Face à Empoli, vous avez un Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il vous sauve le match à 90%, etc. Maintenant, encore une fois, il faut passer à l'après Ronaldo. Moi, je te donne juste mon avis sur ce cas-là parce que j'ai entendu de tout. Intéressant. Mais évidemment, d'un point de vue économique, qu'on le veuille ou non, Cristiano était un poids. Le mec pesait 86,3 millions d'euros sur le bilan. Le mec avait un salaire de 31 millions net par saison à 37 ans. C'est quasiment hors de portée pour tous les clubs et c'est totalement lunaire. Donc, d'un point de vue économique, oui, il fallait se séparer de Cristiano.
Mais d'un point de vue sportif, ne me faites pas passer Cristiano comme un chameau, non? Non, c'est clair. Non, mais on est d'accord. c'est pas une Vas-y, chèvre. Elsa, C'est pas une chèvre. donne-nous ton C'est- point de vue sur C'est pas une ton chèvre sentiment. c'est pas une chèvre du tout. Et effectivement, il n'y a pas d'histoire. D'un point de vue stats, il a fait ses matchs. Mais le problème, c'est qu'il a fait ses matchs tout seul. On parle d'un joueur dont j'avais des soupçons. J'en ai parlé avec vous quand on a lancé la chaîne. J'en avais parlé avant dans d'autres émissions avec d'autres personnes qui font des lives et tout. Et ouais, visiblement, il y a eu des choses comme quoi, en fait, ils s'en foutaient de ce que le coach disait tactiquement. Pendant les séances tactiques, il allait faire de la muscu. Moi, dans un groupe, ça passe pas. La Juventus s'est écrasée pour Cristiano Ronaldo, a écrasé ses mercato pour Cristiano Ronaldo parce qu'elle n'avait financièrement pas les reins pour tenir Cristiano Ronaldo et d'autres grosses recrues. Sportivement, la Juve s'est effondrée à cause de ça. Et j'ai l'impression, en fait, c'est bon, on dit souvent l'amour dure 3 ans. C'est ça, il part au bout de 3 ans, sauf que c'est un amour à sens unique. En gros, tu as des tas de tifosi qui se sont extasiés, qui ont aimé Cristiano Ronaldo parce qu'il était enfin à la Juventus, etc. Le club a tout fait pour lui et pour essayer de le mettre dans les bonnes dispositions, dans la limite de ce que le club pouvait économiquement, parce que c'était un poids, comme tu l'as rappelé, Elvin. Et au final, voilà, il choisit de se casser à 5 jours de la fin du mercato. Il nous a chié dessus. Voilà, il nous a pissé dessus. Et encore une fois. Alors, c'est un joueur que je détestais avant qu'il vienne à la Juve. Après, il vient, c'est un joueur du club, il met ses buts. Je suis obligé de. Voilà, je le défends quand il fait ses matchs. Je le défends pas quand c'est pas le cas. Quand il a eu son trou d'air de quasi 3 mois à la fin de saison dernière, au milieu de saison dernière, voilà, je l'ai dit. Quand il a fait ses bons matchs, je l'ai dit aussi. J'étais très objectif dessus. Mais honnêtement, moi, j'étais pas forcément enchanté il y a 3 ans quand il est venu. Et là, partir à 5 jours du mercato, c'est très petit, quoi. Encore une fois, le bord dans la merde. Je reste convaincu, et on me l'a confirmé plusieurs fois, Ronaldo, il se barre à 5 jours de la fin, mais Ronaldo, depuis le mois de mai, il a les 10 oui, non, c'est sûr. Et quitté la Juve. Encore une fois, il n'a pas eu l'opportunité de le faire. Est-ce que ce sont pas les autres clubs qui font l'offre juste à 5 jours avant la fin? En fait, Ronaldo, quelque part, je dis pas qu'on peut pas lui en vouloir, mais en fait, il saisit l'opportunité, tout simplement, parce que lui, il a des idées claires. Et à 5 jours du mercato, il y a l'opportunité qu'il offre de réaliser ce rêve, quitter la Juve. Mais visiblement, ils étaient déjà en train d'en parler au printemps avec United. Donc, est-ce que tout a été fait ou pas de la part de Ronaldo aussi? Parce que, comme tu l'as souligné, malgré tout, il fait croire qu'il veut rester. Allegri est convaincu qu'il veut rester après le match de Udinese. Après, la Juve n'est pas due. Et d'ailleurs, c'est elle qui a convoqué, comme je l'ai dit, Jorge Mendes, son agent. Elle voit l'agent arriver à Turin, et je le répète, mais vous le savez très bien, quand un agent se déplace, c'est jamais pour rien. C'est comme vous l'avez vu, Mino Raiola, quelques heures après, arrive à Turin. Je veux dire, c'est un signal, c'est un gros signal. À ce moment-là, du côté Juve, déjà, il n'y a aucune. Au moment où, je le répète, au moment où il n'y a pas, où Jorge Mendes arrive à Turin, il n'y a aucune rencontre programmée entre la Juve et Jorge Mendes. La Juve fait quoi? Elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle convoque Jorge Mendes parce qu'elle se dit, lui, il ne va pas nous rencontrer. Lui, il ne va pas dire, je veux rencontrer la Juve. En revanche, la Juve s'est dit, je me sens obligé de convoquer Jorge Mendes parce qu'il faut mettre carte sur table. Le futur de Ronaldo, on sait qu'il se passe quelque chose. À 4 jours du mercato, qu'on le veuille ou non, le futur de Cristiano, c'est quelque chose de très conséquent. C'est une entreprise. Donc, si tu perds Cristiano plus l'entreprise. Et la Juve a compris. Et c'est ce qui a un petit peu blessé un petit peu le club, c'est de savoir qu'à 4 jours de la fin, Cristiano communique officiellement parce que il y a Ronaldo veut quitter la Juve, mais il le communique officiellement à 4 jours de la fin du mercato. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi. Lionel, merci de ton avis. Tout a été dit. Moi, je veux juste rajouter que l'histoire de la Juve et de Ronaldo a été gâchée par le Covid parce qu'on a pu en profiter 1 an et demi avec le public. Et après, pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de public. Et c'est ce qui gâche un peu cette histoire entre la Juve et Ronaldo parce que pendant 1 an et demi, on n'a pas pu vibrer au stade, on n'a pas pu pousser au stade avec Ronaldo, on n'a pas pu sentir le public quand il y avait des exploits. Peut-être contre Porto avec du public, ça se passe pas de la même façon. On ne sait pas, l'histoire est écrite, on ne peut pas la changer. Mais voilà, le Covid a gâché un peu cette histoire entre la Juve et Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir au stade, à l'Allianz Stadium, lors d'un Juventus Sampdoria fin décembre 2018 ou 2019, je crois, où il y a eu 2-1 et c'est lui qui marque les 2 buts.
Donc voilà, moi j'ai ce souvenir de Ronaldo qui, pendant ces 3 années, a été un professionnel hors pair, qui a marqué 101 buts et fait 22 passes décisives en 134 matchs. On dit qu'avec la Juve, c'est un échec, mais parce que les gens pensent qu'il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Entre les statistiques que lui il a fait et les 5 titres qu'il a gagnés en 3 ans, pour moi, c'est pas un échec. Oui, la Ligue des Champions, oui, mais il n'y a qu'un club qui gagne la Ligue des Champions tous les ans. Oui, mais CR7, il a été recruté pour ça aussi. Il a été recruté pour ça aussi. Il y a une bonne demande mais tu peux pas avoir qu'un joueur qui te fasse gagner avec des champions. Non, attends, c'est ce que j'ai dit. Il y a une erreur de planification par rapport à ça. Ils ont tout misé sur Ronaldo, quoi. Mais que tu le veuilles ou non, le recrutement de Cristiano Ronaldo, il est pour gagner avec des champions parce que quand il arrive, c'est 7 Scudetti d'affilée déjà. Et au final, sur ces 3 ans, il en gagne que 2. Et on passe pas les 8e en Ligue des Champions. Si Ronaldo était parti. Que je comprends. Non, mais je comprends. Et si Ronaldo était parti. Vas-y, termine. Ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'il y ait des tifosi qui restent sur leur faim en se disant voilà, il a marqué autant de buts pour rien. Pour rien, non. Et s'il part au bout de 5 ans du Real de Madrid, où il ne gagne pas une Ligue des Champions, on dit que c'est un échec. 5 ans après, il en a gagné 4. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. L'échec, pour moi, c'est pas la Ligue des Champions, parce qu'un joueur ne te fait pas gagner avec des champions. C'est un collectif. La Ligue des Champions, tu la gagnes aussi avec un peu de chance. L'année dernière, personne n'aurait parié que Chelsea allait gagner avec des champions. Personne. Et c'est Chelsea qui l'a gagné. Donc, il faut un tout. Et on l'a pas eu avec la Juve. On a eu, c'est le moment où le recrutement était moins bon, où on a eu des difficultés financières. Il y a eu le Covid. Moi perso, il y a eu un peu de tout. On va en parler après de la direction sportive. Ouais, non, mais je peux comprendre que certains le disent. Non, mais moi, je peux comprendre en tout cas l'envie de Cristiano Ronaldo de pouvoir partir. On voit bien qu'il voulait même partir, tu vois, de quitter un peu cette équipe et ce collectif, parce qu'il est vrai que lui, il a toujours, comme le dit Zicops 22, c'est que effectivement au Real Madrid, il était avec une armada et en fait l'équipe jouait pour lui, mais c'était du très haut niveau autour de lui. Aujourd'hui, derrière lui, c'est pas du très haut niveau et je peux comprendre que c'est une vraie difficulté et qu'il aspirait peut-être à mieux. Sur la forme, on a un peu tous dit la même chose, c'est que de toute façon à 4 jours du départ, on pensait tous qu'il allait rester, mais comme nous l'a dit Elvin et comme nous disait Jeux Insight tout à l'heure, c'est qu'il y avait déjà eu des contacts avec le United déjà depuis pas mal de temps et depuis le mois de mai, mois de juin, mais ça s'était un peu ralenti. Il y a Monblano Femme avait annoncé aussi que Ronaldo voulait partir. Il y a Cheka 2 qui pose une question intéressante. Je suis désolé le live si j'ai pas pu vous lire autant que j'aurais voulu. Est-ce que selon lui c'était est-ce que attendez, je la reprends. Personne ne pense qu'il a voulu jouer attends, je reprends. Personne ne pense qu'il a pas voulu jouer que des morceaux de match comme lui a gentiment indiqué Max. C'est-à-dire, est-ce que Max Allegri lui a dit bon maintenant tu vas jouer peut-être un peu, tu vas avoir un peu moins de temps. Est-ce que du coup ça a précipité, ça aurait pu jouer un poids dans la balance pour précipiter son départ, puisque peut-être qu'il voulait le gérer un peu à la Zidane. Zidane le gérait au Real de Madrid aussi. Il apparaissait pas à tous les matchs. Donc je pense pas que ce soit ça qui à moins que ce soit ça. Qui fait poids dans la balance. Je pense qu'il avait vraiment envie de partir et qu'il savait que son ambition, c'est de regagner peut-être un ballon d'or et la Ligue des Champions. Et qu'avec cette équipe de la Juve, ce milieu de la Juve qui est en ce moment, il n'allait pas y arriver. Donc, il est parti à Manchester United, un de ses clubs de cœur, qui a fait un gros recrutement cette année avec Sancho, Varane et lui qui arrive et qui a perdu. Ils ont perdu personne. Donc, il est resté. Donc, Manchester peut être un concurrent pour la Ligue des Champions et c'est ce qu'il voit lui aussi. En tout cas, moi, ce que je peux dire pour conclure sur ça, mais tu voulais dire quelque chose et après Vas-y, Eza. Je pense que la question de Cheka, elle n'est pas bête parce que, justement, comme tu dis, Lionel, oui, Zidane le gérait comme ça à la fin quand lui, il est arrivé à la Juve, au Real, et du coup, il est venu à la Juve, Ronaldo après. Donc peut-être que ça lui convient pas d'être géré comme ça. Peut-être qu'il a accepté qu'il a gagné des Ligues des Champions avec Zidane et que ça l'a saoulé et qu'il est parti. C'est une embrouille avec Pérez et il est parti à cause de ça. Sincèrement, je pense pas que j'étais avec Zidane parce qu'avec Zidane ça se passait très bien. Tu vois les relations tous les deux au bord du terrain. Franchement, c'était pas deux personnes qui s'attendaient pas, bien au contraire.
Non, ouais, non, c'est clair. Je pense qu'en fait, il y a un grand respect mutuel entre Cristiano Ronaldo et Zizou. En tout cas, pour conclure sur Cristiano Ronaldo et pour faire un peu la transition avec le prochain item qui est recueillir un peu nos avis sur Empoli, ce qu'on peut dire, c'est outre le départ de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui on a perdu un gros buteur et ça s'est plutôt ressenti quand même face à l'Empoli où on avait des absences dans la surface de réparation. Enfin, on a fait quand même 30 centres et il y a aucun centre qui est arrivé à destination. Donc j'ai du mal à croire que sans Cristiano Ronaldo, on n'aurait pas, avec Cristiano Ronaldo, on n'aurait pas gagné cette partie, ou en tout cas, ça serait passé de manière un peu différente. Et ça, je le regrette. En tout cas, je tiens quand même à remercier s'il nous écoute, Cristiano Ronaldo, en tout cas pour les 3 ans passés, c'est 180 parties, c'est 100 buts et c'est 22 passes décisives. Parce que franchement, Cricri, tu vas nous manquer. Moi, j'étais fan de Cristiano Ronaldo, même si je pense que bon, bah, il est temps de s'en séparer parce que il avait besoin de partir et que nous, on avait besoin de s'apaiser un peu, de se restructurer d'un point de vue économique. Il m'a répondu, il a dit obrigado. Ah, tu vois. Non, mais je t'explique, c'est son cousin, hein. C'est son cousin Chico. Chico, il t'a parlé. Chico, il t'a dit obrigado. Le retour de Chico. Bientôt, il va revenir, Chico, vous inquiétez pas, les amis. Ah putain, Je, non, je le plus réserve. Portugal, vas-y. Portugal. Un petit avis rapidement avant de faire une petite pause un peu fun sur Empoli. Allez, rapidement, les amis, en 3-4 minutes, on essaye de donner un peu notre Écoute. avis sur Empoli. Qui veut commencer? Honneur aux invités. Elvin? Ouais. Il n'y aura pas beaucoup de positifs, plus de la dépression. Non, bah, après le match face au Udinese, le plan était simple, victoire absolue, surtout qu'au mois d'août, au-delà de la prestation, surtout les 6 points qu'il faut. C'est ce qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu la prestation, il y a encore moins eu le résultat. Et ce qui est frustrant, je pense, pour le supporter de la Juve, c'est qu'on a l'impression que cette équipe, c'est pas une équipe. En fait, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien. À un moment, vous avez tous vu les images, Chiellini dit Allegri, c'est pas une équipe. Je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence, il y a rien il y a rien qui puisse faire penser que ça sera positif et c'est assez inquiétant. Maintenant, encore une fois, j'ai aucun doute sur le fait que Allegri est un entraîneur qui a les capacités de réagir, qui a les capacités de faire que le groupe va réagir. Mais malheureusement pour lui, il y a la trêve qui arrive. Il n'aura jamais le groupe au complet puisqu'il y a très peu de joueurs qui resteront à la Continas. Malheureusement pour lui, il va affronter Naples et Milan, 2 concurrents directs. Et donc, voilà, un peu de pression parce que si tu perds face à Milan et Naples, ça te fait presque plus de 9 points de retard déjà sur certains concurrents. Donc, non, il va falloir, voire 12. Il va falloir que la Juve se bouge les fesses et que les joueurs montrent un peu d'envie parce que si face à Empoli, même si tu es mauvais, si tu montes un peu d'envie avec les qualités quand même les Juventini, parce que si on les fait passer pour des chèvres, on excuse leurs prestations catastrophiques, ce ne sont pas des chèvres. Peu importe, Betancourt, il a les capacités de faire un bon match face à Empoli. Rabiot, c'est de même. Je veux dire, on ne parle pas de chef de district, on ne parle pas. Donc, on ne doit pas les excuser. Donc, si ces joueurs-là montrent un petit peu d'envie, la Juve porte les 3 points à la maison. Et c'est ce qui ne s'est pas passé hier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste une petite chose par rapport à Empoli, j'ai beaucoup entendu sur les réseaux sociaux que Empoli, en fait, c'est un promu, etc. Oui, effectivement, Empoli, c'est un promu. Et il faut savoir que jouer un promu, c'est toujours difficile, puisque c'est une équipe en général qui c'est l'inconnu un peu. Déjà, c'est l'inconnu, mais surtout, Eza, on voit juste tes yeux. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ouais. C'est bientôt que mes cheveux, regarde. Hop, voilà. Non, mais ce que je voulais dire sur Empoli et sur les promus, c'est qu'en général, c'est des équipes qui sont difficiles à jouer, tout simplement parce que ça fait des années déjà qu'ils jouent ensemble, qui sont partis à la guerre pour pouvoir monter de division et qui a déjà un noyau. Alors effectivement, quand on joue contre une équipe comme la Juventus, qui est complètement, qui n'est pas une équipe en fait, qui a une somme d'individualité dans laquelle il n'y a pas de synergie, je peux comprendre que ça soit difficile. Et en même temps, je tiens aussi à féliciter Empoli, qui a fait vraiment un très gros match. Mais je te coupe juste 2 secondes, hein, c'est tout. Tu as raison sur citer les promus parce que on l'a pas beaucoup dit, moi je l'avais dit sur YouTube, mais la vraie différence aujourd'hui, c'est que la plupart des promus qui viennent au stadium, ils ont plus peur.
Avant, les promus qui venaient au stadium, ils perdaient déjà le match au vestiaire. Cette année, depuis 2-3 ans, le discours, il a complètement changé. C'est-à-dire, tu prends le Juve Benevento qui a eu lieu la saison dernière avec Pirlo et tu le mets sous Conte ou sous les saisons d'Allegri, le match, la Juve, elle le plie 4-0, tout ce que tu veux. Face à Crotone, en Calabre, où la Juve fait un partout. Aujourd'hui, la Juve, face à des promus, elle ne fait plus peur. Parce que comme l'a dit Titou, cette équipe, c'est pas une équipe. C'est une somme d'individualité. Donc, au bout d'un moment, c'est des équipes qui jouent leur match de leur vie, parce que qu'on le veuille ou non, tu joues la Juve. Donc, ces joueurs-là seront toujours au top. Il faut un moment qu'il y ait de la cohérence et qu'il y ait un minimum d'envie. Aujourd'hui, face à des promus, mais pas seulement face à des promus, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'équipe et il n'y a plus d'envie. Voilà, le résultat est là. Et je voulais rajouter aussi un truc, outre les errances individuelles de chaque joueur, il y a quand même eu des satisfactions, on donnera nos tops et nos flops un peu plus tard. Je trouve que quand même tactiquement, même s'il y avait de l'idée au départ de mettre Weston en 10 pour pouvoir avoir une densité un peu plus haute et bénéficier de sa capacité de projection, il a quand même eu des fautes professionnelles de la part d'Allegri, si on peut parler de ça, de fautes professionnel à ce moment-là de la saison, tout simplement parce qu'en fait, il expérimente des choses. Et je peux comprendre contre des petits clubs qu'il les puisse expérimenter. Et en même temps, pourquoi mettre des joueurs qui sont pas formés à des postes bien précis? Weston McKennie, par exemple, en 10. On sait que Danilo peut dépanner, parce qu'on avait essayé l'année dernière avec Pirlo. Il peut, Danilo, dépanner en 6, mais bon, en même temps, il a fait un travail insuffisant. Voilà, moi je me pose des questions en tout cas sur ça et je me dis que tout simplement ça a été très compliqué et aussi j'avais pu noter une chose très rapidement et je termine un peu sur mon analyse derrière, c'est que on a vu De Ligt en difficulté, notamment sur des replis défensifs où il s'est fait prendre de vitesse. Et je pense tout simplement que l'équipe a dû avoir une grosse préparation, parce qu'on sait qu'ils sont déjà depuis le mois de juillet, depuis le 13 juillet au 14 juillet, ils ont été en préparation, dans une préparation assez difficile et qu'il va falloir la digérer. Donc, au-delà du fait de pouvoir créer une synergie, de jouer en équipe, il va falloir aussi digérer cette préparation qui physiquement a été très difficile. Voilà. Ouais, non, mais c'est Allegri tactiquement qui a fait de la merde. Faut dire les choses. Il y a pas, oui, il expérimente, oui, c'est une bonne idée. Un mec qui est techniquement à peine capable d'être 6 ou 8, parce que McKennie, c'est le cas, il jouait quand même défenseur central à Schalke. Il jouait défenseur central à Schalke. Il jouait plus milieu que défenseur central à Schalke. De toute façon, avec Allegri, vous avez le message clair. Allegri a défini en conférence de presse et il a posé le point sur les i. McKennie sera un milieu offensif. C'est ça, et c'est un problème. C'est un problème. Le vieux, il est zinzin, je suis désolé. Au bout d'un moment, comme vous le dites, depuis 3 ans, il y a un problème de cohérence dans le groupe, il y a un problème d'envie. C'est une somme d'individualité. Et alors, quand c'est le cas, tu t'appuies sur des bases. C'est-à-dire, le mec, il est formé défenseur central, il joue 6, tu le fous en 6. Le mec, il est formé latéral, tu le mets en latéral. Si vraiment il y a une bonne idée qui doit sortir, elle sortira au fur et à mesure de la saison. Tu expérimentes. Pas contre les promus où tu dois prendre absolument 6 points pour bien démarrer et mentalement bien te mettre. Tu expérimentes à l'entraînement et tu vois après en cours de saison si tu peux le faire quand tu dois faire tourner. Mais tu mets pas Danilo en 6, tu mets pas McKennie en dit, alors que le titre. Il n'y a pas Quito qui lit, il a joué 3 fois central à Schalke, il ne faut pas dire qu'il y jouait. En tant que 4 ballons touchés en 30 minutes. 4 ballons touchés en 30 minutes, c'est pas un 10. Non, mais ça c'est clair. C'est même pas un 6 là. Clair. Là, c'est un coupeur d'orange. Non, mais peut-être. Voilà. Mais donc, au bout d'un moment, dans l'idée, Allegri fait de la merde. Non, mais dans l'idée, c'est nul. Non, mais attends, Esa, tu sais pas ce que je veux dire. Je veux juste te dire qu'en fait, dans son idée, à lui, au départ, c'était de pouvoir avoir quelqu'un qui a du coffre et de la densité. Mais je sais, tu l'as dit. Il n'y a pas de problème. Non, mais je l'ai pas dit au live. T'énerve pas, moi. Si, tu l'as dit juste devant. Tu l'as dit que c'était pour ça, pour tenir le ballon haut, pour amener de la projection. Et notamment aussi sa capacité à récupérer. C'est ça que je voulais dire. Oui, ouais. Mais t'énerve pas, non, mais 4 ballons en 30 minutes. C'est ce que j'ai tweeté. C'est ce que j'ai tweeté. C'était horrible. À un moment donné, McKennie, depuis qu'il est au club, il brille par le fait qu'il touche quasiment pas de ballon. Sur la dernière moitié de saison, sur le fait qu'en plus de pas toucher de ballon, il a aucun impact. Il se projette moins, il récupère rien. Donc, si tu le mets pour ces qualités-là, qu'il n'a pas montré pendant 6 mois, à un poste clé de 10 sur un 4-4-2 où tu as
où tu as deux milieux excentrés, donc tu as un milieu latéral droit, un milieu latéral gauche, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Je suis désolé. C'est pas possible. C'est pas possible de faire des choses comme ça. C'est une faute. Surtout quand t'as pas un 6 de métier derrière. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, C'est une somme en fait. Pour moi, c'est une faute d'Allegri sur le match d'Empoli. C'est une faute totale d'Allegri. C'est vrai qu'il a eu. Il réagit, il le vire à la mi-temps. Il réagit, mais pareil, Locatelli, on fait des pieds et des mains pour le faire venir. Il arrive, il a fait une prépa physique, il est prêt physiquement, et le type, il rentre à la Après, j'étais 70e. pas surpris parce que de ce qu'on m'avait dit à l'entraînement, c'est ce qui avait été essayé toute la semaine. McKennie avait été essayé en trequartista, il avait été essayé en position de 9, de buteur. Évidemment, McKennie n'est pas un buteur. Pour Danilo a été essayé toute la semaine en position de légiste, parce que Allegri savait très bien qu'il n'allait pas positionner Locatelli, mais même le tifosi de la Juve s'attendait pas forcément à Locatelli, puisque Allegri l'avait dit en conférence de presse, Locatelli jouera pas les 2 premiers matchs, pas du moins titulaire, parce qu'il n'a pas les capacités physiques encore adéquates pour McKennie, en fait, c'est ce qui risque de se confirmer toute la saison s'il reste, et je pense qu'il restera, c'est qu'Allegri voit en lui que c'est pas un milieu, et que s'il sera positionné en milieu, ça sera le dernier dans la hiérarchie. Parce qu'aux yeux d'Allegri, McKennie est un milieu offensif. Et on peut même le considérer dans la boîte attaquant, finalement. Parce qu'aujourd'hui, dans la boîte milieu, de tous les milieux qu'il y a à disposition, McKennie est dernier. Donc, je pense qu'avec McKennie, pour moi, a des qualités d'insertion indéniables. Il a des qualités offensives, mais je pense que le poste du numéro 10 n'est pas le poste adéquat. Pour moi, McKennie… C'est un Mezzala. Mezzala à droite. Pour moi, McKennie, non, mais il a les pieds carrés. C'est même pas une Mezzala, il a les pieds carrés. C'est un joueur de foot US. Les 3-4 premiers mois, quand il a joué à droite avec Cuadrado, c'était très intéressant l'année dernière quand même. C'était intéressant dans la projection et physiquement et dans tout ce qui est impact physique et tout. Je suis totalement d'accord avec vous. En termes de ballon touché, en termes de précision avec les ballons, en termes de précision technique, c'était déjà mauvais. Et forcément, après, le nombre de ballons touchés, il suffit d'avoir 3 ballons et d'être dangereux 3 fois. Si tu touches. Non, mais bien évidemment, Lionel, je suis d'accord avec toi. J'ai été formé 9, 2 ballons, 3 buts, c'est ce que je préfère. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le souci, c'est que ce qu'il en faisait avec le ballon, et on le soulignait déjà en début de saison dernière, que oui, dans l'impact, oui, dans la projection, oui, dans l'insertion, il était intéressant. Dans l'aspect physique aussi pur, donc tout ce qui est vitesse, accélération, force, il était intéressant, mais déjà techniquement c'était faible. Mais quand tout ça fonctionne pas, ça donne le match qu'on a vu contre Empoli. Ah oui. Et ça veut dire, ça c'est ce qu'on a fait en France pendant 20 ans en termes de formation. Tu prends des mecs qui courent vite et qui sautent haut, et puis après tu essaies d'en faire des footballeurs. Et McKennie, c'est un peu ça. C'est un mec qui essaie de faire footballeur. Je te coupe un petit peu, on va récolter un petit peu l'avis de Lionel rapidement parce qu'en fait on arrive quand même à 1h40 de live. Bon, après moi, comme tu l'as dit, j'étais, d'après ce que j'ai lu sur Twitter, j'étais bien mieux avec la Reine des Neiges, Cendrillon et Mini. Donc j'ai rien vu du tout, donc je peux pas trop parler du match et de ce qui s'est passé. Donc j'ai lu les infos comme tout sur Twitter où ça a été vraiment pas terrible d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est un match pas oublié parce que ça va servir pour le reste de la saison. C'est une défaite qui fait mal et il va falloir corriger ça pour Napoli. Ouais, ça fait 5 points de perdu quand même en 2 matchs et c'est un peu inquiétant. Les gars, une petite pause un peu fun. Je vais vous proposer rapidement une présentation du duel des maillots qui a été orchestré par Lionel et Eza sur le compte Tutti Juve. En fait, ils ont surtout Eza, qui ont récupéré en fait tous les maillots de la Serie A, les premiers, les home, les away, donc les seconds et les troisièmes maillots, et ils ont fait en fait un petit sondage pour essayer de savoir et d'avoir votre avis sur le nombre sur les maillots préférés. Eza, qu'est-ce que tu veux qu'on présente d'abord? On va commencer par le premier duel avec ceux des maillots, des troisièmes maillots. D'accord. C'était une finale à 2. Vous allez être surpris des 2 finalistes, je pense. Ouais, alors les 2 finalistes sont tout simplement la Juventus, le maillot de Lidl, et la Lazio, le troisième. Celui de la Lazio est incroyable, est vraiment beau en fait, et en filigrane, etc. Je sais pas c'est qui le sponsor, en tout cas, l'équipementier. Il n'y a pas de sponsor. L'équipementier, c'est Macron. Il n'y a pas de sponsor. Macron. 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 Mais
Ouais. Ouais. Enfin, Macron, normalement, mais ouais. En France, on dit tous Macron. Ok. Mais en fait, moi, vraiment, celui de la Lazio est pur. Il est simple, il est beau. Ce qui est écrit en filigrane est vraiment intéressant. Le logo old school rajoute beaucoup. Et à côté de ça, vu qu'on a beaucoup de tifosi qui sont très subjectifs et qui sont pas du tout objectifs, on s'est retrouvé en finale avec le maillot Lidl de la Juve. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup surprise parce qu'il y avait des troisième et quatrième maillots qui étaient quand même sympas. Mais visiblement, il a été aimé par les suiveurs du foot italien et de la Juve suffisamment pour avoir quasiment 40% Bon, de vote après, on est un en sa compte faveur. Tutti Juve, donc c'est normal Ça qu'on me le paraît, soit ça me logique. paraissait logique. Donc, en tout cas, merci d'avoir en tout cas voté pour la Juventus, même si celui de la Lazio est carrément plus beau, en étant tout à fait objectif. Sur les deuxièmes maillots, Ouais, les donc les maillots, ouais. maillots away, on avait une finale entre trois clubs. Il 4. y avait quatre clubs, ouais. Il y avait l'Atalanta, le maillot extérieur de l'Atalanta, le maillot extérieur de la Juventus, et le troisième, c'était Il y Bologne, je avait le crois. Ouais. maillot extérieur de Bologne, maillot extérieur de la Juve, maillot extérieur Et de la de Sampdoria, non? Venise et maillot extérieur de la Juve. Voilà. D'accord, il veut venir. Et donc, en fait, c'est Et celui donc, de la Juve. ouais, la Juve a remporté cette finale. Oh Il la est main. très beau. Après, celui-là Il est est très 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 beau le réussi. deuxième. Celui-là est très réussi, donc ça me paraissait logique en étant une page sur la Juve que celui-là termine premier. Mais après, on avait quand même des beaux maillots. Celui de Bologne avec le 1909 qui est en filigrane, pareil en blanc comme Ah, ça, il c'est est très sympathique. très intéressant en fait sur la partie blanche. Vous pouvez voir en Ouais, filigrane 1909 et je trouve que c'est vraiment très réussi et même sur leur maillot home, je crois. Hein. C'est ça. Hein. c'est des briques qu'ils ont mis pour Bologne et Cagliari avait fait un peu pareil sur son maillot home. Ils avaient fait classique, une moitié bleue, une moitié rouge, mais il y avait les lignes de la ville, du plan de la ville qui étaient dessinées en filigrane sur le maillot. Donc c'est vrai que ça a été bien pensé pour Bologne aussi, home et away. Et puis bah, assez sobre, mais sympa aussi celui de l'Atalanta. Et je crois que toi, comme un peu nous tous, le maillot away de Venise est réussi aussi. Ouais, bah Se dégrader de l'orange au vert en passant par le noir, il est et sur les homes, en tout cas sur les premiers maillots, on a vu que c'était une finale à deux finalement entre le à Venezia 3. à trois. C'était qui le troisième? Bah, le Venezia encore. 2 maillots de Ah Venise et oui, les deux à la première place. voilà, c'est ça. Et le maillot de la Lazio arrive troisième. Mm. Et effectivement, le maillot home le plus apprécié et voté le plus, c'est le maillot home de Venise. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai Et un petit carrément coup de cœur. logique. J'ai un petit coup de. Ouais, il est trop beau, franchement. C'est un espèce de d'imitation C'est en cuir. façon vieux cuir. Ouais, Façon vieux cuir un petit peu parce qu'il est élimé et tout. Il y a le V en étoile dorée progressivement qui descend sur le maillot. Enfin, vraiment, il est ouais. travaillé de fou. Et Kappa, là, puis, c'est. ce qui est hyper intéressant, celui de la Lazio aussi, parce que tu as des filigrammes en bleu et je trouve que c'est très très joli. Mon coup de cœur, quand même, reste sur le troisième maillot du Venezia. Je trouve que c'est très réussi comme ça, Pareil. en Ouais. bleu avec le petit Venezia. En tout cas, c'est mon coup de cœur. Elvin, est-ce que toi, t'en as eu un qui t'a plu? En tout cas, sur tous ces maillots-là? Celui de Venise. Celui Mm. de Venise est quand même. Je suis pas original, mais je veux dire, ils ont fait Un travail un incroyable. colpo clamoroso, mais vraiment quelque chose de vraiment Ouais. très fantastique. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site, vous pouvez pas en acheter puisqu'ils sont sold out. Ah ouais, incroyable. Mais je crois que tu vois, c'est un des maillots que tu peux acheter juste parce qu'il est beau. Tu vois, je Ah, trouve ça mais joli. largement. Ah, bah oui. Et enfin, on va parler des derniers coups de cœur, les coups de cœur de Lionel et de toi, Esa. Il y en a deux. Euh, Vas-y, ce- Lionel. celui de la Lazio. Mais Euh, moi, j'aime beaucoup le away de la Lazio. hmm, Je le trouve très très beau, blanc et bleu marine sur les épaules. Je trouve qu'il est magnifique. Après, Venise en numéro un, bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si j'avais vraiment un coup de cœur et si je devais flasher sur un des maillots, ça serait le Lazio extérieur, qui est hmm. très joli. C'est vrai il est joli aussi. Euh, et sinon, il y avait l'autre maillot aussi qui était celui de la Sampdoria C'est de la Gênes. Samp. Ouais. Ouais. Euh, Alors, bah, vas-y, moi vas-y. j'aime beaucoup ce qu'a fait la Sampdoria cette saison avec ses maillots. Bah, c'est encore Macron qui a fait ça, comme pour la Lazio. Avec juste un très vieux logo de Doria au centre.
Et ils avaient fait un bleu très classique, bleu cercati, avec la bande centrale. Ils ont fait un troisième maillot qui était rouge avec une bande bleu, blanche et noire côté droit qui descendait, qui était très beau aussi. Et je trouve que celui qu'ils ont le plus réussi, c'est cette bande diagonale sur le maillot away qui en fait est déstructurée puisque c'est plein de petites bandes de couleurs qui dans l'espacement font une grosse bande. Et c'est pas pour laisser place à un sponsor que c'est coupé, c'est pour laisser place à un logo du club. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment réussi. Pareil, Ah, il y avait. C'est vrai qu'il est très très beau. Merci beaucoup en tout cas, Elsa, pour le travail que tu Et as. mention spéciale à Zeus, qui est un équipementier pas très connu, qui équipe la Salernitana, qui leur a fait 4 maillots. Les 4 sont réussis. Le pattern pour faire les couleurs unies, c'est des patterns un peu en zigzag et tout qui sont utilisés. Du coup, ça donne quand même un effet sympa sur les couleurs unies. Il y a un vrai travail dessus, c'est pas moche, c'est réussi. Franchement, chapeau. Zeus, ils ont démarré en série la saison dernière avec Croton. Et d'ailleurs, tous les maillots que vous avez montrés, la plupart, 80%, c'est les maillots de Macron. Donc, chapeau à eux, ils sont quand même réussis. Ouais, c'est ça. Eux et Kappa, ils ont fait les meilleurs maillots, je trouve, cette saison. Il y a Enzo Soulouive qui voulait passer un coup de gueule. Enzo, si tu as envie de le passer, viens. Tu as les accès, tu viens. Ça serait cool de pouvoir t'entendre. Si t'as pas le temps, écoute, c'est que partie remise, mais on sait pas quand. Donc, si tu as envie de venir, en tout cas, ça serait super de t'avoir avant la dernière chronique. Viens, je te mets à l'écran et tu passeras ton coup de gueule. Allez, rapidement les amis, on passe sur notre dernière chronique qui était les objectifs. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez bien comme objectif cette année en termes de trophées, de parcours en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous attendez en tout cas de la Juventus et qu'est-ce qui vous pense être cohérent par rapport à l'équipe et au groupe qu'on a aujourd'hui. Bien évidemment, on va commencer par notre invité Elvin, puis après Lionel et on finira par toi, Esa. Et Elvin, qu'est-ce que tu attends toi un petit peu de la Juventus? C'est vrai qu'en Serie A, il y a une sacrée concurrence cette saison, mais je pense que la Juve a la capacité pour redevenir les rois sur le plan national, c'est-à-dire remporter les 3 grandes compétitions. Je pense que la Juve a les capacités surtout de le faire et le groupe pour le faire. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas les faire passer pour des chefs. Tout dépendra de l'envie, de la détermination d'aller chercher certains objectifs. Après, en Ligue des Champions, je vais être très honnête avec vous, la gagner, non. La Ligue des Champions, c'est un rêve plus qu'autre chose. Maintenant, j'aimerais que la Juve passe au minimum les 8e de finale, enfin, qu'ils aillent en quart et qu'ils tentent de faire après, à partir des quarts, le plus gros programme possible, essayer de s'en sortir au mieux possible et éviter les humiliations. Je veux dire, après 3 saisons de la même manière, surtout, la Juve, je pense qu'ils ont besoin d'un vrai coup de pied aux fesses. Et je pense qu'une 4e saison, ça serait vraiment la 4e de trop, tout simplement. La saison de trop. Évidemment, comme je le répète, gagner la Ligue des Champions, ça paraît très compliqué parce que la Juve est à des années-lumière de certaines équipes, de tout point de vue. Maintenant, la Juve a les capacités pour faire du mieux possible en Ligue des Champions. Donc, pour faire court en Italie, regagner tout ce qui est possible en Ligue des Champions, redevenir une équipe respectable et respectée. Alors Enzo, excuse-moi, parce que j'ai une question du chat, où est-ce que je dois me mettre, Alex? Tu dois aller donc je t'ai envoyé le lien sur Twitter, tu cliques sur le lien, tu prends la salle à gauche, rejoindre une salle, et tu mets le mot de passe que je t'ai donné sur Twitter. Et là, du coup, je te mettrai à l'écran pour que tu puisses passer ton coup de gueule. Lionel, rapidement, ce qu'on peut faire. Moi, je suis assez d'accord, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire les trois compétitions en Italie qu'il faut gagner et au moins quart de finale en Ligue des Champions. Après, en 8e de finale, tu tombes contre le Bayern, tu tombes contre le City, tu te fais éliminer, mais sur 2 matchs aller-retour incroyables, comme il y avait eu à l'époque contre le Bayern. Voilà, tu te dis, tu as tout donné, c'est 2 matchs quasi légendaires, c'est des trucs de fou, tu peux pas faire mieux. Voilà, faut pas se faire éliminer par Sheriff Trimassol ou un truc comme ça en 8e. C'est pas possible. Donc voilà, c'est redevenir la Juve en Europe. Mais voilà, pour moi, c'est minimum quart de finale.
Ouais, minimum quart de finale. Enzo, dans la discussion, je t'ai mis un lien, un hyperlien au-dessus je vais te renvoyer le message, t'inquiète pas. Esa, pour Moi, je toi? suis pas trop d'accord avec vous. Dans le sens où si on avait vu un autre visage sur les 2 premiers matchs, ouais. Mais là, on va attaquer la Ligue des Champions très vite entre Naples et Milan. Mhm. J'ai vu le groupe en Ligue des Champions, on a eu de la chance parce qu'on aurait pu avoir pire. Maintenant, pour moi, une 3e place, c'est déjà bien hein, si on joue comme on a joué contre Empoli. Parce que parce qu'on a mal joué contre Empoli et ça donne l'impression de la fin de saison dernière où on jouait très mal. Et voilà. Donc, si Allegri trouve des solutions, effectivement, on doit être présent sur les 3 compétitions et domestiques et les remporter. Maintenant, pour moi, ce qu'il faut, c'est au moins un trophée cette saison pour continuer à gagner, pour pouvoir dire voilà, ça fait 11 ans d'affilée qu'on gagne au moins un trophée chaque saison, ce qui est très important. De réussir à être au moins qualifié en Ligue des Champions, parce que ça, c'est important aussi d'un point de vue économique déjà. Et puis, pour continuer à dire, ouais, on gagne, peut-être qu'on ne gagne pas le titre. Si on le gagne, c'est encore mieux, mais peut-être qu'on ne gagne pas le titre. Et voilà, on est 2e, on est 3e, on est en Ligue des Champions. Dites-nous dans le Après, chat ce que vous en pensez. Hein. Après, en Europe, évidemment, que j'aimerais bien qu'on arrive en quart et que ce soit cool. Maintenant, moi, je me dis, si on joue comme on a joué contre l'Udinese et Empoli, qu'on arrive à être 3e et qu'après, on fait un vrai parcours en Europa League, et ben, ça fait aussi des points pour le coefficient UEFA. Et actuellement, après 3 saisons à se faire éliminer difficilement, à passer difficilement les poules et à se faire éliminer bêtement en 8e, on a besoin de points pour le coefficient UEFA. Parce qu'on va pas se retrouver en poule 2, on va se retrouver en poule 3. Chapeau 3 ou chapeau 4. Hein. Quand tu te fais éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, tu fais plus d'argent que si tu fais finale en Europa League. Argent, oui. Donc, point UEFA, non. Après, point UEFA, on est on s'en fout, on ira en Super League. Et derrière, ils sont hyper loin. Donc, il va falloir des années. Je parle pas de l'Italie, je parle de la Juve. Non, mais après la qualification au 8e de finale, c'est une obligation. Je veux dire, avec tout le respect pour le Zénith et Malmö, si la Juve passe pas, c'est une énorme erreur. Déjà, rien que s'il n'y avait pas ces 2 équipes, ça serait une énorme erreur. Là, encore plus avec le niveau qui a d'écart quand même entre la Juve et les 2 autres, Malmö et le Zénith. Évidemment, après, il y a un favori. Chelsea est largement favori dans le groupe, etc. Mais la Juve va se battre pour terminer dans les 2 premiers. Ça me semble totalement logique, je pense. Hein. Bah, j'espère. Mais moi, après le début de saison, je trouve que c'est bien confiant. Et je parlais pas économiquement, Lionel. Oui, effectivement, économiquement, c'est plus intéressant d'aller en 8e. Mais à un moment, il faut voir aussi que là, les points UEFA, la saison prochaine, ça va être la saison qui arrive, plus les 3 dernières. Après, si tu es champion, tu es dans la poule 1. T'es chapeau 1 si tu es champion, ouais. Bah, après, voilà. Encore une fois, c'est à voir au retour de la trêve, les prochains matchs que ça va donner. Mais si on joue comme on a joué là, non, moi je préfère gagner une Europa League. Si tu joues comme les 45 premières minutes contre Udinese et tu gagnes 2-0 et tu maîtrises assez bien ton sujet, et voilà, on a vu le bon et on a vu le très très mauvais. Donc il faut trouver un juste milieu pour que la saison soit très correcte. C'est ça. Mais après, voilà. Moi, j'espère en tout cas que vous avez raison, qu'on fera un beau parcours au moins jusqu'en quart et qu'on gagnera 3 trophées cette saison. Mais gros doute. Moi, je suis un peu mitigé. Moi, je trouve que, enfin, je suis plutôt d'accord avec toi, Esa. J'ai pas l'impression qu'on est le collectif. Wow. Non, mais sincèrement, en étant objectif, mon cœur dirait que j'ai envie de tout gagner et d'aller plus loin et faire une belle campagne européenne. Ah, vous avez entendu, les gars. Il est d'accord avec moi. Mais bien, enfin, wow. C'est le retour de vacances. Non, mais c'est pour ça, ouais. S'il a encore le soleil qui tape sur la tête. Mais sincèrement, après ce que j'ai pu voir, tout simplement, en fait, du collectif de cette année et nos manquements, on a des vrais manques au milieu de terrain. En tout cas, si on se renforce pas aujourd'hui, il y a pas de. Tu peux avoir une équipe première, ok, mais en tout cas, si dès que tu as un blessé, t'es mort, puisqu'en fait, le remplaçant n'est pas au niveau espéré.
Donc moi, je vois qu'il y a des difficultés sur le milieu de terrain et en plus, on a des difficultés aussi en défense, aussi bien en défense centrale que sur nos latéraux. Aujourd'hui, notre défense centrale titulaire serait plus De Ligt et Chiellini. C'est les deux hommes forts. Sauf qu'en fait, en réalité, on joue beaucoup avec De Ligt et Bonucci puisque Chiellini va pas faire 60 matchs dans la saison, que nos latéraux sont très faibles. Aujourd'hui, et s'il n'y a pas de départ, de toute façon, ça sera très compliqué. Ok Enzo, dès que je te vois arriver, je te mettrai à l'écran, t'inquiète pas. Donc, à partir de ce constat-là, moi, tout ce que je pense, c'est que déjà, si on arrive à gagner une Copa, ça sera super. Si on arrive à gagner la Coupe, ça serait super. Si on arrive au moins dans les 3 premiers sur le championnat, honnêtement, avec 5 points de départ, dès le départ, avec 2 journées, ça serait génial. J'espère le gagner de tout cœur, mais en tout cas, c'est pas ce que je pense. Je pense pas qu'on va y arriver, même si il faut quand même y croire. Et puis, en Ligue des Champions, si on arrive au moins en quart de finale pour dépasser les huitièmes, ça serait top pour revenir un peu sur sur la scène internationale au premier plan. Effectivement, tu as raison, Eza. De toute façon, quand tu arrives en huitième, après, il n'y a que des grosses équipes. Donc, ça sera une guerre et ça sera difficile. Après, personne donnait le Chelsea gagnant, surtout le Chelsea qui avait été créé par Lampard et qui avait été repris par Tourelle, parce que Tourelle, il avait des difficultés à Paris. On ne pensait pas à ce niveau-là quand il est arrivé à Chelsea. Donc, tout dépend, en fait, à un moment donné, s'il y a une prise de conscience du collectif. Et j'aime à penser une chose, les amis. Et ça, j'aime croire aux belles histoires. En général, les belles histoires sont celles sur lesquelles, en fait, qui commencent mal et qui finissent très bien. Dans le cas où, à un moment donné, quand on touche le sol et qu'on est à plus bas de terre, en fait, il y a une espèce d'esprit d'équipe qui s'en dégage. Et j'espère, tout simplement, que la Juve reviendra au premier plan. Et même s'il est indésirable aujourd'hui. Il y a Bernardeschi qui m'envoie un message. Il m'a dit Titou, je t'écoute. Tu vois, Bétancourt qui me confirme. Écoute-moi, Bernadette, enlève ton rimel et franchement, mets tes crampons et essaie de. Non, mais attends, parce que de jouer, quoi. T'aimes les belles histoires. Je me dis, Bernardeschi, après avoir repris confiance à l'Euro et pris le numéro 20 à la Juve, peut-être que ce sera notre sauveur. Inch'Allah. Bon, Enzo. C'est là où on voit la régression de la Juve. Je veux dire, moi, quand j'écoute les tifosi de la Juve, là, en l'occurrence, vous trois, il y a 3 ans, l'objectif, c'était gagner la Ligue des Champions. Maintenant, c'est minimum quart de finale. C'est pas une breaking news que je vous donne, mais vous voyez que la régression, de la Juve, elle est juste évidente. Tu vois, ça se fait même au niveau des tifosi. Donc, non, mais complètement. Après, c'est des cycles. C'est des cycles. Toujours. Oui, des cycles, on gagne, des cycles là où on perd. Et d'ici 2 ans, on redira on veut la Ligue des Champions. Le cycle le plus long, je crois, c'était dans les années 70. C'est où on a eu le cycle de lose le plus long. Ouais. Et au final, dans les années 80, on revient, ça a gagné une Ligue des Champions. Après, en 2015, personne ne s'attendait à avoir une telle Juve et la Juve arrive en finale. Et si elle tombe pas face à un grand Barça, très certainement que la coupe, elle est là. Et pareil en 2017 contre le Grand Madrid. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Arbitre. Bon, je pense qu'on va clôturer ici. J'attends Enzo. Je ne sais pas s'il est arrivé. Enzo, est-ce que tu nous entends, Enzo? En tout cas, je te vois pas dans le. Alors que la Lazio va conclure un bon petit coup. Zaccagni de l'Hellas Vérone. 8 millions d'euros, c'est juste incroyable. D'ailleurs, en parlant et Wolverhampton qui a Renato Sanchez en prêt. Ça, c'est un très très beau coup pour eux aussi. Après, il va jouer au Portugal bis, Wolverhampton. Ouais, alors Renato Sanchez, attention, Renato Sanchez, il avait été découvert lors de l'avant-dernier Euro, je crois, ou de la Coupe du Monde. Il avait été incroyable. Après, il avait été recruté à Manchester United, c'est ça? Bayern, oui, équipe en rouge, excuse-moi. Et ça n'avait pas été très concluant. En même temps, il avait une grosse concurrence. Après son passage à Lille, il a été controversé, même si sa dernière année était top. Et là, franchement, on pense qu'il a passé un palier parce qu'il a fait une compétition internationale incroyable. Et j'espère qu'il va continuer parce que franchement, il a des grosses qualités, quoi. Et ça, c'est un joueur qui nous ferait du bien. Et tu vois, un prêt, c'est un joueur qui, voilà, exactement, un prêt, il aurait pu venir. Ah oui. Ouais.
Mais au milieu, on en aurait bien eu besoin. J'ai l'impression que la direction sportive, elle navigue à vue quand même. c'est ce que je pense. Il y a un peu un manque de vision, en tout cas sur le long terme, ou en tout cas, ils n'ont pas Tiens, réussi. En tout cas, ils n'ont pas réussi à faire la transition entre les générations. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'était notre force à un moment donné. On savait bah ouais, recruter, mais tu parlais de la défense tout à l'heure, tu disais Chiellini ne peut pas jouer 60 matchs par an. Du coup, on se dirige vers Delirte Bonucci. Et Bonucci, il a qu'un an de moins que Chiellini, hein, si je dis pas de conneries. il se blesse moins. Malheureusement, il n'a pas eu les Il se croisés. blesse moins, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste vieillissant aussi. Ouais, tout à fait. Si ton remplaçant, ton défenseur central de 36 ans, c'est un défenseur central de 35 ans. Et le remplaçant tu vois, le là-dessus remplaçant de aussi. Kenny, c'est Rogani. Non, juste pour pas casser l'ambiance. Mm, mm. Oui, non mais Non, mais oui. ça fait peur. Hein, tu vois, C'est- moi, oui. en tout cas, Et Rougani, il commence à plus être jeune, hein, à en plus. Empoli, Donc, à ouais. Empoli, à la 45e minute, Allegri envoie un certain nombre de joueurs à l'échauffement. Tu regardes, tu as Rougani qui s'échauffe, tu as Bernardeschi qui s'échauffe, Deschilio. tu as Deschilio qui s'échauffe, Non, mais et tu as arrête, c'est un Locatelli. cauchemar. Non, mais sincèrement, qu'est-ce que tu à un moment Tu sais, donné, qu'est-ce que tu veux gagner? c'est ce que je vois dans mon sommeil quand je fais une paralysie du sommeil, tu vois. C'est les trois qui s'échauffent. Mais tu peux rien gagner. Tu peux rien C'est pas gagner. possible autrement. Sincèrement, tu peux rien Mais gagner. tiens, Elvin, juste avant, 2 secondes. Koulou, Enzo il nous a va vraiment rejoint. être vendu ou pas? Qui ça? Koulou. Kulusevski. Non. Il y a eu des Parce contacts que avec la Fio, mais ça c'est coup de grâce, ça. non, mais même, enfin, imaginez la Juve vendre Koulou à 24 heures de la fin du mercato, donc n'a pas l'assurance de trouver un remplaçant derrière, c'est complètement fou. Et puis, non, Koulou reste un joueur indiscutable. De ce que je sais, il faisait partie des deux, mais légèrement trois joueurs dont on considéré comme invendables avec De Ligt et Chiesa. Dybala. Et Chiesa, pas de Dybala. Et Chiesa. Chiesa et De Ligt et Kulusevski. Après, je pense que si la Juve, avant, un petit peu au-delà, hein, pas un jour de la fin du mercato, aurait eu une offre intéressante au niveau d'un prêt, la Juve l'aurait peut-être évalué parce que pour garder peut-être le contrôle sur le joueur. Mais Allegri semble intéressé à vouloir le garder. Lui est très bien à Turin. Et puis, comme je te le répète, à un jour de mercato, ça serait une pure folie. Ah non, mais tant mieux, parce que c'est une info qui avait fait flipper, moi, pour moi. Mais il y a eu la Fiorentina qui a fait un sondage et qui a demandé des informations à la Juve pour Kulusevski, ça c'est vrai. Ouais. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va conclure ici. Il y a Enzo, donc un auditeur de Tutti Juve qui nous a rejoint. Les amis, quand vous avez envie de nous rejoindre, envoyez-nous un petit message, et si vous voulez pousser un coup de gueule comme Enzo, je ne sais pas Enzo, mais soit juste gentil. Les coups de gueule en général, on sait que ça peut être un peu virulent, et on connaît très bien avec Isaac, ça peut être un peu virulent, les coups de gueule. Non. Enzo, ça me fait hyper plaisir. Comment tu vas, mon pote? Bien, et vous? Bah écoute, super mon ami. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu. Top. Qu'est-ce que tu voulais passer comme coup de gueule? Voilà, mon coup de gueule, c'était le retour d'Allegri. Vas-y, Lio, fais-moi une belle tête. Je sais que Lio, c'est voilà. Allegri, Forzaio. Forzaio et Lio, ils sont avec Allegri. Depuis son retour, le Twitter me fait péter un câble. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Ronaldo, premièrement, il a dégagé. Deuxièmement, McKennie, il y a des rumeurs. Maintenant, aujourd'hui, c'était Kulusevski. Elvin vient de répondre. Il y a toujours des problèmes. Enfin, quand Allegri arrive, il y a toujours des problèmes avec des grands futurs joueurs ou des joueurs expérimentés qui sont à la Juve, ils dégagent. Moi, Allegri, il me rend malade. C'est vrai qu'il n'y a que 2 journées qu'on joue ensemble. Il me rend fou. Il faut qu'on arrête de parler d'Allegri. Tu comprends? Maintenant, je viens de me faire arrêter par le flic. Je n'ai pas suivi la totalité
Non, bah écoute, ça a été un peu de l'objet l'émission, et voilà. ça a été un peu l'objet. J'ai pas entendu, donc voilà. Non, t'inquiète pas, Enzo, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir donné un peu ton coup de gueule et ça me fait plaisir, en tout cas, que tu sois avec nous parce qu'on sait très bien que tu nous suis au quotidien et que tu as l'habitude d'interagir avec toute l'équipe Tutti UV, mais pas que, avec Elvin également et puis avec Amine, etc. On se voit souvent sur les lives. Donc, t'as un fort accent, hein. Tu viens d'où, du coup? De Liège, De Liège. Ah, Liège. Belgique. C'est super Liège, c'est une très belle ville, mais en tout cas, on est hyper content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup pour ton coup de gueule. Effectivement, Allegri, il est un peu décrié par Eza en ce moment, plutôt soutenu par d'autres Juventini. Après, je tiens juste à préciser qu'en tout cas, il n'a pas de droit direct. En tout cas, il n'a pas le pouvoir sur le recrutement, même s'il est un peu plus écouté. Tu sais, Ronaldo, s'il est parti, c'est plus pas. On est d'accord quand même que Elvin, quand contre l'Atlético Madrid, quand il a fait, on savait que il y a un mois d'ici, quand Allegri, enfin un mois ou 2 mois d'ici, qu'Allegri allait arriver, que Ronaldo n'allait pas rester. On est d'accord. Moi, peu importe l'entraîneur, je pense que Ronaldo, il avait les idées claires, comme je le répète, quitter la Juve. Après, au-delà de l'entraîneur ou pas, Ronaldo, il a eu l'opportunité de quitter la Juve. Ça aurait été Sarri, ça aurait été n'importe qui. Après, si ça aurait peut-être été un Ancelotti, etc., peut-être que oui. Un entraîneur qui le connaissait très bien, peut-être que ça aurait joué. Mais je pense que peu importe, si c'était Sarri, Pirlo ou Allegri sur le banc, Ronaldo avait le même objectif, quitter la Juve. Après, il serait peut-être resté, parce que s'il n'avait pas l'opportunité, Ronaldo, il serait resté. Hein. Mais il a eu l'opportunité, donc il est tout simplement parti. Et c'est pas de la faute d'Allegri. Même si Allegri, et ça avait été rapporté par la rédaction de Gaulle notamment, dans ses premiers raisonnements, il n'y avait pas Ronaldo. Il avait imaginé une équipe avec Morata et Dybala devant, mais pas avec Ronaldo. Maintenant, si Ronaldo reste, Allegri ne va pas pleurer. Je veux dire, qui va pleurer parce que Ronaldo reste? Ça lui fait un joueur de plus, ça lui fait une option supplémentaire. Ça fait une option supplémentaire. Et ça fait quand même un mec qui marque 30 buts. Je le répète, il ne faut pas faire ça, Ronaldo. Voilà. C'est ça. Donc, il aurait joué avec On Ronaldo. est d'accord. Mais maintenant, évidemment, le départ de Ronaldo, ça va pas non plus blesser Allegri. Il avait un plan aussi sans Ronaldo. Mais lui a commencé la saison, du coup, avec Ronaldo et a fait ses plans avec Ronaldo. Et elle est là la difficulté. Je pleure, les gars. J'ai les yeux irrités. Je pleure. Je vais taquiner Enzo un peu aussi. Je vais taquiner Enzo aussi en disant qu'Allegri, il n'a pas voulu Donnarumma. Non, c'est pas vrai. Non. Mais sur Twitter, il y en a plein qui ont dit qu'Allegri, c'est lui qui n'a pas voulu Donnarumma. Après, voilà. Attends, j'ai dit quoi? Moi, je me suis dit, j'ai discuté pendant un week-end avec des anti-Allegri. Ça a été assez épique. Voilà, moi, comme l'a dit. Allegri, moi, je n'ai pas parlé. Je veux juste préciser ce que Tito a dit ça tout à l'heure. Moi, je critique sa tactique. C'est un grand entraîneur, Allegri, mais j'ai critiqué sa tactique pour Empoli. C'est tout. On est d'accord, mais pas que. Mais il n'y a pas que contre Empoli, contre même Udinese. C'est un truc de fou quand même ce qu'il fait. On est d'accord. Ça marche pendant 45 minutes. Hein. Ouais, non. 2-0 à la mi-temps. Là-dessus, c'est plus un problème de joueur et puis l'Udinese qui est bien revenu. Je pense que c'est le mental. Il y a une bonne deuxième période. Mental et il va falloir qu'il travaille là-dessus. Non, parce que contre l'Udinese, c'était pas si absurde que ça. Bon, les amis, moi, c'est pas que j'ai envie de vous mettre dehors, hein, mais tout simplement, c'est que je pense qu'on arrive à pratiquement 2 heures de live et ça fait beaucoup, en tout cas, pour une rediffusion. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Enzo. Quand tu as envie de repasser. Ouais, avec plaisir, les gars. Non, mais franchement, c'est super cool. En tout cas, merci Enzo. beaucoup à nos amis de Belgique. Merci, les gars. Et nos amis de Liège qui nous écoutent et qui nous supportent aussi assez souvent. Merci beaucoup, Enzo, de nous relayer souvent et d'interagir avec nous. C'est hyper sympa de ta part. Avec plaisir. En plus, franchement, allez le suivre. C'est Enzo Solo UV sur Twitter. Allez le suivre. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, il est toujours dans la bienveillance et c'est super intéressant de pouvoir interagir avec lui. Elvin,
Encore un grand merci pour tout d'être venu avec nous ce soir. C'était hyper intéressant. Tu reviens quand tu veux, hein, tu sais très bien, Elvin. Et je te réserve encore du haut niveau sur les présentations. Mais j'attends que ça. J'attends que ça. Il revient que pour ça, hein, il s'en fout du reste. Hein. Et attention, on va vous préparer des tutti speed bientôt. Donc ça va revenir un peu. Et on va changer. Et comme Elvin il en a fait plusieurs, je pense qu'on va changer. On va faire un autre quiz. J'allais parler aux copains, ça risque d'être sympa pour ceux qui ont déjà fait le tutti quiz. Ouais, bien sûr. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner, s'il vous plaît, la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel et de nous donner de la force. N'oubliez pas que Tutti Juve, c'est un live à but caritatif. S'il y a des abonnés, on va pouvoir générer un peu plus d'argent et pouvoir faire des heureux sur Terre. Et ça, c'est le plus important. Nous ne gagnons rien, ne vous inquiétez pas. Tout sera reversé donc à des associations. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, les amis. Je vous remercie beaucoup le chat. Je vous dis bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. 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 Ciao.